Bien, bonsoir à tous. Nous ouvrons là notre deuxième, voire notre troisième débat autour de la question du bois, sur le thème de la conception-réalisation et de logement à ossature bois. Ça paraît extrêmement technique, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous amener sur la question de l'innovation et des normes. Et nous avons la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage ici, des maîtres d'ouvrage dans la salle, donc évidemment, des bureaux d'études. Donc on va pouvoir poser des questions extrêmement précises et hautes. Nous allons parler de deux opérations dans le Grand Paris, je devrais dire dans la première couronne parisienne, 35 logements à Montreuil en deux opérations, deux sites différents, réalisés par LA Architecture, ici présent, et puis le fameux pop-up, je dis fameux parce que le nom fait fameux. Après, on va voir, on va discuter le pop-up building à Aubervilliers, qui n'a pas encore accueilli ses habitants, mais bientôt. 18 logements bois à Aubervilliers. Alors voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Wild Rabbit, qui vont faire un premier exposé. Ensuite, nous aurons ces dames qui nous présenteront les opérations sur Montreuil. Et ensuite, nous aurons un débat tous ensemble, avec vos questions, bien sûr. Messieurs. Bonjour, je suis Vladimir Doré, architecte associé chez WRA, Fabrice Lagarde, qui a suivi le chantier et qui et aussi le développement du projet, et Aurélien Brousse, notre BE structure bois. Notre maître d'ouvrage est dans la salle et probablement notre bureau de contrôle aura le courage de se joindre à nous. Je ne vais pas vous vendre le bois, je vais vous présenter comment on l'appréhende au sein de notre pratique quotidienne, qui est faite de plein de choses différentes. Nous, ça c'est l'expérience du départ. On a construit une maison de nos mains, il y avait Fabrice, il y avait tout le monde, il y avait tous les copains, et ça nous a donné une approche très concrète de ce qu'on est en train de fabriquer tous les jours en maquette numérique, en construction numérique, et donc un lien très direct en fait entre le modèle et l'objet construit. Alors on fait les plus grosses choses, toujours dans cette idée d'artisanat, et on développe notre travail non seulement sur les aspects très pragmatiques, construire, répondre à un programme, etc., et puis toute la démarche artistique qu'il ne faut jamais oublier. Donc des fois on camoufle des bâtiments, des fois on fait des bâtiments qui font ressortir le paysage alentour, des fois on fait des bâtiments qui ont l'air d'être des gares, mais en fait c'est des entrées de casernes, des fausses écoles Jules Ferry, et puis des fois on collabore autant que possible avec des artistes qui font ça à plein temps, parce que c'est vrai que c'est un job. On est aussi des activistes, c'est fait partie de ce que notre génération, celle d'avant aussi, a dû intégrer à une pratique qui aurait été un peu plus peut-être simple s'il n'y avait pas cette dimension-là. Donc là, sur ce dossier-là, on se projetait en 2050, on se demandait comment est-ce qu'on va rafraîchir de manière passive une crèche. Sur celui-ci, on a réfléchi de manière plus théorique à l'îlot de chaleur urbain en profitant d'une bourse EDF. Et sur celui-là, c'était très rigolo. On avait une vingtaine de participants pour travailler sur un immeuble parisien. Donc c'est au sein de tout ça que s'inclut le travail sur le bois. Donc celui-ci, il faut que je me rapproche. Là, je peux faire ça aussi. Je peux me rapprocher et me décaler sur la gauche en même temps. Je peux me rasseoir, c'est ça? Ok, pas de souci. On a celui-ci qui est en modulaire bois 3D. On a celui-là qu'on avait fait il y a un petit moment qui est à Paris 13e, qui est en ossature bois. Et puis celui-ci qu'on a livré un petit peu avant de commencer le chantier d'Aubervilliers. Et c'est sur ce projet-là, en fait, qu'on a fait nos armes, c'est un bien grand mot en tout cas, c'est un projet qui était riche d'enseignements sur le projet qu'on va vous présenter juste après à Aubervilliers pour l'OPH d'Aubervilliers, riche d'enseignements sur la méthode, sur le rôle capital de s'entourer de gens compétents aussi, autant en études qu'en chantier, c'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Le pop-up building, c'est la partie là du bâtiment. Il s'inscrit dans un... On va revenir sur la composition de l'équipe à la fin. Il s'inscrit dans un contexte assez rock'n'roll. On a des très hautes tours d'un côté, on a du pavillonnaire un peu partout, c'est Aubervilliers.
Donc on a les tours qui font des verticales très marquées, on a les stèles du cimetière côté est. Et nous, on s'inscrit au bout d'un objet assez curieux qui a été créé en 89 par Fiumani et Jacquemot. J'ai perdu le... Ah, tic, toc. Merci. Génial, merci. Donc, c'est ça qui aurait dû arriver à l'endroit où on construit ce qu'on a entouré ici. Et en fait, il aurait dû arriver des plans triangulaires. Nous, on souhaitait vraiment travailler de manière inclusive avec ce bâtiment, pas lui faire insulte, considérer qu'il est notre contexte et que c'est avec lui qu'il fallait travailler. Et donc, c'est les cocottes en papier, c'est le cimetière, c'est les tours. Il a fallu qu'on invente quelque chose, qu'on sorte un peu des réflexes qu'on aurait pu avoir dans d'autres contextes. Et du coup est venue, par le travail, par l'essai, cette idée de pop-up building, c'est cette série de grandes fenêtres qui allaient orienter d'abord les regards vers le sud, puis vers le nord, et faire un peu comme des œillères qui allaient éviter les vues vers les tours et vers le cimetière. Donc ça, c'est les croquis phase concours. La perce concours, le bâtiment qui est enfin en train de sortir de terre et ressemble beaucoup à ça. On a ces grandes fenêtres qui se juxtaposent, qui font un peu une sorte de mise en scène du logement collectif, et avec sur le côté une descente d'échelle qui ramène à l'échelle du logement pavillonnaire qu'on a tout autour. Alors nous, à l'époque, ça nous évoquait les fenêtres qu'on a sous nos écrans d'ordinateur. Et puis, il y a ce travail sur le socle qui va consister à attraper la partie qu'on sait s'approprier du bâtiment voisin et trouver avec elle une forme de continuité pour vraiment intégrer le bâtiment dans son contexte. Donc voilà, là on rentre dans le dur, on va vous présenter les plans, on va essayer de passer assez vite pour pas trop vous ennuyer. Juste pour vous dire, à l'origine, le programme c'était donc 16 logements, on en a fait 18 par les opportunités qu'on a réussi à trouver sur le site. Et au rez-de-chaussée, on devait faire une extension d'un centre de formation qui est au nord. Voilà. Donc aux petits oignons, avec un programme très précis, bien léché, on a créé des vues, des patios, etc. Début de chantier, la mairie a décidé de leur trouver un autre local. Donc l'OPH s'est retrouvé avec des locaux au rez-de-chaussée, donc ils ne savaient pas que faire. On a décidé d'en créer deux locaux commerciaux et finalement, maintenant c'est une crèche. Voilà. Donc on va faire passer les plans des logements juste pour illustrer l'attention qu'on met sur la qualité des orientations, des vues. On est tout le temps traversant, soit est-ouest, mais majoritairement quand même nord-sud. Des logements toujours avec des grandes qualités. Vous pourrez voir, si vous voulez, sur le site de l'agence, on a fait des vues 3D immersives. Sur le Facebook, sur Atelier WRA, si vous voulez regarder avec les téléphones. Qui permet de mieux illustrer la qualité des logements en termes d'orientation, d'échappée visuelle, etc. Alors, le bâtiment, donc c'est un bâtiment en structure bois. On a une structure béton, sous-sol, rez-de-chaussée et puis cage d'escalier, ascenseur. Ouais. Voilà. Tu peux mettre la. Ah, d'accord. Après, donc ossature bois, un rez-de-chaussée en béton, on l'a vu, des refends, les murs, on est en refend CLT, en plancher CLT. Tout le monde sait ce que c'est le CLT. C'est du cross laminated timber. En anglais dans le texte. C'est du panneau lamellé croisé en bois, panneau massif. On reviendra techniquement sur le sujet plus tard. En façade. Et alors, donc des refends en CLT et des façades en mur à ossature bois. Et donc on fait semblant que c'est des murs rideaux entièrement vitrés, mais en réalité on a des parties opaques qui sont isolées vraiment comme du mob. C'est du mob. En fait, quand on parle de bois, on parle de mob, on parle de CLT, on parle de sandwich. En fait, c'est surtout une histoire de sandwich, le bois. C'est qu'est-ce qu'on met pour tenir la boutique, mais aussi qu'est-ce qu'on met pour l'isoler, qu'est-ce qu'on met pour l'étanchéité à l'air, qu'est-ce qu'on met pour protéger le bois, etc., etc. Et donc, c'est un boulot qu'on a fait avec Aurélien sur toute la durée des études, d'aller-retour entre le modèle
numérique, la maquette, et puis la définition de chacun des complexes. Et petit à petit, on est arrivé avec l'entièreté des points spécifiques de ce dossier qui ont été définis avec une très grande précision. Si bien qu'on est arrivé en DCE avec un bâtiment qui était entièrement défini dans ses dimensions, dans ses compositions, et qui a été validé par le bureau de contrôle à ce moment-là. Et on a pu dérouler un chantier de manière exemplaire. Donc là, on va rapidement, on avait installé une caméra en face qui nous permet de suivre au quotidien le chantier. Donc on a choisi quelques moments clés du chantier. Donc terrassement, on commence réellement en septembre, en décembre 2014, après terrassement, donc sous-œuvre en structure. On voit le rez-de-chaussée en béton et on commence à voir poindre la cage au milieu en béton. Au fur et à mesure qu'on monte la cage en béton, on vient ramener les panneaux préfabriqués en bois des façades et des murs refends. On s'arrête un peu pour bavarder avec le bureau de contrôle. Voilà, structure est validée par le nouveau bureau de contrôle. Nouveau bureau de contrôle. Là, on arrive près de la fin du gros œuvre bois. On reviendra peut-être, si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais ce qui peut expliquer la durée du chantier. Donc on a la timeline là, qui part de 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc sur pratiquement 3 ans. En réalité, quand on fait une défragmentation, qu'on enlève tous les moments où on a eu des arrêts de chantier parce que une entreprise a fait faillite ou a quitté le chantier ou des palabres à non plus finir sur des sujets pas tout le temps intéressants, en fait on tient nos 18 mois de chantier qui étaient annoncés. La préfabrication, c'est vraiment pas mal. Les panneaux arrivent très vite, on l'a vu là sur les photos. C'est vraiment, ça dépote. On a un chantier qui démarre très très vite. Là, on avait l'isolant qui est arrivé en même temps. C'est un peu plus souple que ce qu'on imagine. Quand on a des recalages à faire suite à des discussions, des réglages de bureau de contrôle, on sait faire. Le bureau de contrôle est là, on a eu des discussions, c'était génial, on a beaucoup discuté sur ce chantier. Fabrice a parfaitement tenu le coup, il était remarquable, tout le temps. Le bois, c'est ça. Le bois, c'est le CLT, ça va être du béton, ça va être de la ferraille, ça va être des trous dans tous les sens, ça va être des tuyaux. C'est vraiment, concrètement, c'est ça, quoi. Et puis c'est ça aussi. C'est des incorpos dans tous les sens. Et puis c'est un second œuvre particulièrement méticuleux. Et puis aussi, c'est des miracles, c'est des moments où, dans toute cette complexité qu'on a traversée, on arrive à faire avancer les choses et on arrive à faire... Alors, je vais laisser Aurélien vous expliquer ça. On a fait à la place... Ah, vas-y, dis-le. Tu vas... Si vous avez des questions après, vous pourrez les poser pour la partie technique. C'est du système de façade Sarking. Donc c'est des éléments qu'on trouve plutôt habituellement en toiture. C'est des fixations de façade par vis qu'on aperçoit là sur le détail, qui traversent l'isolant et qui vont chercher la structure derrière. Qu'habituellement on trouve plutôt en toiture, notamment en climat de montagne ou dans les pays allemands, autrichiens, etc. Il faut vous rappeler quand même pourquoi on a fait ça. C'est vieux. Hein. C'est vieux. Ça évite d'avoir des équerres. C'est thermique. Limiter les pertes linéiques thermiques via les équerres. Du coup, on a juste à quelques endroits quelques vis qui portent le bardage. Et on s'est permis aussi de faire ça parce qu'on était sur un système entièrement préfabriqué. C'est-à-dire que sur le détail que vous voyez, on avait les murs bois en CLT qui arrivaient livrés sur chantier avec l'isolant, avec le pare-vapeur, les tasseaux et le système de sarking. Pas le bardage, mais... Donc ça permettait d'avoir un réglage en atelier qui n'est pas toujours évident en sarking, très précis. Voilà, c'était les origines. On va faire un petit tour de chantier à 1 ou 2 ou 3 semaines de la livraison. On a pris ces photos lundi dernier. Voilà, à 1 semaine de la livraison. Voilà, donc là on est sur la rue Chartillon, c'est un axe un peu important dans le quartier. Donc on retrouve, là on est face au bâtiment, donc façade ouest.
Là, on est face à dessus. Donc, on retrouve l'image quand même qu'on avait à l'origine au moment du concours. Ces grandes fenêtres, ces grandes baies généreuses plein sud. On tourne. Là, on s'engage dans la rue du cimetière. On retrouve ce principe de hier. C'est un peu négatif comme terme. C'est pas le bon. Il faut qu'on en trouve un nouveau. Et voilà, la vue depuis le cimetière. Voilà, donc on peut rappeler rapidement WRA, ICM, AIA pour la structure béton sur Paris, ECS Ingénierie qui nous a fait un dossier, OPH de Bervilliers, notre maître d'ouvrage, il faut le rappeler quand même, c'est important, c'est eux qui étaient à l'initiative d'un projet en bois. C'était une demande du programme dans lequel on s'est engouffré avec gourmandise. En l'OPC, on a AIA Management qui a tenu la boutique pendant le chantier, BTP Consultant avec ses nombreux intervenants, et donc le macrolo, on n'a pas mis toutes les entreprises, mais Cenoman qui nous a laissé tomber aux 2/3 du chantier, qui a été repris par FPB Simoni il y a 3 mois. Voilà. Merci. Merci. Super. Merci beaucoup. Déjà une question avant qu'on reviendra sur le bois après, mais je reviens à l'origine du projet par rapport, vous avez parlé d'une démarche inclusive au départ. Est-ce que s'il n'y avait pas cette réglementation sur le cimetière, puisqu'on sait qu'il ne faut pas donner des vues directes, ou il faut toujours essayer de biaiser, vous auriez été plus inclusif? Est-ce que c'est ça qui vous a empêché de l'être? Ou bien c'est le vocabulaire précédent, on pourrait presque dire très daté, qui vous a un peu coincé dans votre logique, et qu'on voit bien que même les systèmes de préfabrication ne sont pas assez souples pour répondre à ça? En fait, l'aspect, ce qui était très difficile, c'est de s'inclure dans un site avec autant de diversité, avec autant de contraintes, et de faire en sorte que notre bâtiment ne réponde pas uniquement à sa propre complexité. C'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte de poursuivre un bâtiment existant avec toutes les réticences qu'on pourrait avoir à le poursuivre dans la même géométrie, dans la même écriture. C'était ça la gageure pour nous sur cette conception-là. Et donc c'est ça qui nous a amené à aller... Alors on n'est pas rentré dans le détail, mais on a retrouvé les grandes verticales qu'il y avait sur le projet d'origine qui font écho au tour qu'on a en face. On a la déclinaison d'échelle qui était faite de manière magnifique par Fiumani et Jacquemot sur leur propre bâtiment avec l'écriture qui était la leur. Et tout ça, ça fait en sorte que notre bâtiment est à la fois très contemporain, mais il est dans la continuité de ce qui s'était fait précédemment. Très bien. Je vais passer la parole à Linda Gilardone et Axel Acciardo. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre vous allez parler, je vous en prie. Du coup, c'est le maître d'ouvrage qui va parler en premier. Très bien. Bonjour Parfait. à tous. Bonjour à tous. Donc Adrien Ramirez, je suis responsable stratégie patrimoniale à l'OPH de Montreuil. Donc en quelques mots, on gère 12 000 logements à Montreuil, donc l'essentiel des logements sociaux de la ville. Voilà, on va aborder donc deux magnifiques projets, Édouard Branly, Étienne Dolé. Avant de rentrer dans la présentation architecturale, juste un mot sur le contexte. On part donc en 2011, on a une maire à Montreuil qui est Dominique Voinet, donc écologiste. 2 terrains de Montreuil sont occupés par 350 personnes d'origine rom. Ces terrains doivent être libérés. La ville met en place une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour libérer ces 2 terrains qui appartiennent à la ville. Et donc plusieurs solutions de relogement sont envisagées pour les populations qui occupent les terrains. Une première disposition qui consiste à créer deux résidences, et donc c'est les 2 résidences qu'on va évoquer aujourd'hui. Une autre disposition qui consiste à faire des logements temporaires avec des permis de construire précaires. Et donc là, on fait 2 opérations de 10 logements rapidement en modulaire déplaçable. Et après, des démarches sur l'autoconstruction et sur l'intégration des personnes d'origine rom dans les logements sociaux de l'OPH. Voilà. Donc un contexte un peu particulier,
une population un peu aussi voilà, avec des spécificités. Et donc le souhait de l'Office d'aller assez vite et donc de faire de la conception-réalisation avec un objectif écologique très fort, construire en bois à coût maîtrisé. Merci. Bonjour, Axel Accardo, architecte associé de l'agence L'Architecture. On va commencer par une petite présentation de l'opération pour vous expliquer après comment on est venu à faire cette opération qui est notre premier projet construit et puis notre première conception-réalisation, enfin notre première tout en fait. Donc, comme vous a dit Adrien Ramirez, il s'agit d'une conception-réalisation de 35 logements. La particularité, c'est que l'OPH a lancé une consultation sur 2 sites à concevoir en même temps dans le cadre d'une consultation restreinte où nous étions donc, je crois, 5 équipes. 4, bon alors, entre 3 et 5. Voilà. Ce sont 2 sites pour lesquels il nous était posé la question de construire, enfin, il nous s'est posé cette question, en tout cas de construire en bois, dans des délais assez rapides. On avait un planning à respecter, dans des coûts maîtrisés, c'est l'objectif de la conception-réalisation, qu'il n'y ait pas de surprise après. Et puis il y avait cette idée pour l'OPH, qui était très inscrite dans le cahier des charges initial, de questionner le logement et le rapport à l'extérieur, notamment puisque le programme était destiné à l'origine aux 2 tiers, était réservé à des gens qui n'avaient pas eu de logement depuis plus de, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que soit des caravanes, au mieux des caravanes. J'ai rencontré des familles qui, avant d'avoir ce logement, étaient déjà contents d'habiter dans une caravane à 6 depuis 6 mois, quoi. Donc, ils avaient quand même un rapport, voilà, ils allaient devoir payer des loyers, se conforter aux règles du logement social, et ils allaient devoir surtout pouvoir payer le loyer, et donc être dans les mêmes règles que toute personne qui doit louer un bailleur social. L'OPH aussi, pour nous, ça c'est la partie moins bois et moins conception-réalisation et plus logement. Pour pouvoir leur louer des logements, l'OPH nous a demandé, enfin, le cahier des charges, de faire des tout petits logements. Alors, certains ça va parler, mais les T3, on en a à 55 mètres carrés. Parce que si on faisait plus de mètres carrés, la personne ne pouvait pas prétendre à pouvoir louer ce logement. Donc on avait aussi dans la conception intégré cette réflexion, cette difficulté-là de faire des petits logements qui soient, évidemment, avec tout le confort et l'habitabilité possible. On est sur 2 sites, vous voyez qu'ils sont comme ça, en noir, ce sont la représentation de ce qu'on a proposé. Vous pouvez voir que comme ça, les bâtiments sont très différents et les parcelles étaient très différentes. On a à peu près une parcelle rectangulaire et une parcelle qui fait 11 mètres de large par 80 mètres de long, mais avec le même cahier des charges. Donc en fait, c'était exercice de style, déclinaison d'un même cahier des charges sur 2 sites en même temps. Une première opération, donc, comme finalement tous ces sites sur lesquels on travaille en site diffus en proche banlieue, à l'interface d'un quartier pavillonnaire et de zones construites plutôt dans les années 70, sur des quartiers où il y a une mixité, enfin plutôt quelque chose d'hétérogène au niveau du tissu urbain, et puis par contre mixité sociale moins clair. Sur le site de la rue d'Aulay, on a pensé travailler le rapport intérieur-extérieur au travers de la thématique du hameau vertical et de la cour intérieure, du jardin intérieur. On voulait néanmoins inscrire une relation forte entre l'intérieur, le cœur d'îlot, et la rue, pour ne pas encloisonner comme une cour parisienne l'opération et la faire traverser de nord-est à sud-ouest, dans la continuité des jardins pavillonnaires qui existent. Donc on a proposé 3 bâtiments reliés ensemble par un unique escalier, parce que comme on n'avait pas beaucoup de place sur cette parcelle, on ne pouvait pas desservir les 18 logements autrement que par un seul escalier. C'est-à-dire que le PLU nous autorise sur cette parcelle 70% d'emprise au sol, on a 70% d'emprise au sol. On est à 50 cm² près. Enfin, ils ne sont pas allés vérifier, mais c'est très serré.
Voilà. Et donc, ce sont des petits logements traversants. Ici, du mono orienté, ce qui ne se fait pas chez les bailleurs, mais que là, ça c'est fait, sans problème et sans souci, et les gens vivent très bien. Et donc, des petits logements T3 avec cuisine ouverte, ce qui ne se fait pas non plus beaucoup chez les bailleurs, mais là, ça s'est fait aussi. Donc, avec un bailleur qui a fait preuve de... On a beaucoup dialogué, beaucoup discuté et beaucoup adapté un programme à une nécessité et dans un cadre très ouvert d'échange. Voilà. Donc vous pouvez voir la réponse, on va dire, architecturale et urbaine d'implantation de ce collectif quand même, entre deux, on les voit moins bien évidemment, deux petits pavillonnaires là, qu'on arrive à deviner devant l'arrêt de bus, et puis cette faille qui crée une transition entre le domaine public et le domaine privé. Et ce bâtiment, cette expression très forte d'un bâtiment en bois, et l'intériorité. Autour de cet escalier, de ces coursives de desserte. Alors, l'idée des coursives de desserte sur une opération comme ça, et ça, le bailleur l'a bien mis à disposition des locataires, c'était qu'on ne les a pas toutes fermées. Et en logement social, quand on ne met pas une porte, on n'est pas obligé de le louer. Donc ça n'impacte pas le loyer. Donc en fait, c'est un peu c'est cadeau. Voilà. Donc c'est de l'appropriation d'espaces de desserte dans le cadre de l'espace privé. Et ça permet aussi d'apporter une qualité certaine à des petits logements. Monsieur Ramirez peut m'interrompre à tout moment si je dis... n'importe quoi sur le logement social. Donc la petite cour qui est à multiples usages avec ces cheminements que les locataires peuvent s'approprier selon la volonté du gestionnaire et du gardien. Ça c'est 5 jours après la livraison, donc immédiatement voilà, une appropriation directe, voilà, plutôt qu'on a bien aimé, mais le gardien n'a pas aimé, il a fait enlever les chaises tout de suite. Voilà, la rue Édouard Branly, même principe, mais comme la parcelle est différente, dispositif spatial complètement différent. Du logement superposé, individualisé avec des dessertes extérieures, mais là, plus sur un mode petit intermédiaire où nous avons pris le parti de s'implanter sur, pas les 80 mètres, mais 65 mètres de long en aveugle, en prenant bien soin que ces parcelles-là, la constructibilité immédiate n'est pas prévue sur un certain nombre d'années du fait des propriétaires, et donc ça ne gênera personne pendant quelques temps, et de desservir tous ces logements le long d'une petite venelle qui va chercher tous les logements en profondeur. Et vous parliez d'avoir créé 2 logements en plus. Pendant les négos, pendant la conception-réalisation, on a aussi trouvé, enfin, on nous a demandé 2 logements en plus. Ça baissait le coût de l'opération et voilà. Donc, depuis la rue, c'est quand même 17 logements. On a l'impression que ça pourrait être une petite maison. Et puis sur les 3 mètres de large, sur un terrain qui descend un peu sur 1,50 m, cette succession de logements superposés 2 à 2 jusqu'à là. Voilà, on voit la venelle, on voit les escaliers qui desservent un duplex qui est posé sur un logement en rez-de-chaussée, lui desservi par cette petite cour. Donc il y a des vis-à-vis, hein, puisque là, à 7 mètres de distance en face, il y a un salon qu'on a géré avec le projet paysager et végétal. Là, c'est en limite séparative, mais comme c'est l'OPH, bon, bah, on a fait une petite clôture qui permet d'ouvrir la cour. Et vous voyez l'expression d'un système constructif totalement identique, équipe architecture BET et entreprise identique et maître d'ouvrage identique. On a une expression du bâtiment qui n'est pas générée, enfin, qui est forcément un peu générée par un système constructif et une matérialité, mais qui est quand même dans une expression différente. On pense que ces opérations peuvent démontrer comme c'est 2 terrains différents et 2 contextes différents, on a 2 réponses quand même assez différentes, alors que ce sont à peu près les mêmes fenêtres, les mêmes matériaux et les mêmes composants. Ici, vous pouvez voir, puisqu'on parle de
alors, on parle de conception-réalisation, mais on parle de construction bois et forcément de préfabrication. Ça, ce sont les types de documents qu'ont produit notre BET et l'entreprise, sachant qu'on vous expliquera que sur cette opération, BET et entreprise n'étaient qu'un. Et ce n'était pas une entreprise qui avait un BET, c'était un BET qui avait une entreprise. Et ça change énormément de choses. Ça change la donne quand même. Enfin voilà, on pourra en débattre avec toute autre personne ingénieur bois dans la salle. Donc ça, ce sont les documents qui nous ont transmis pour Visa, pour nous expliquer comment ils allaient fabriquer le bâtiment. Et ça, c'était leur petit Lego voilà, sur le chantier. Qui permet de bien visualiser le nombre de murs qu'on amène, un peu comme en bois en général, on amène un mur quasiment, on décide du degré d'avancement et de préfabrication. Nous, on est venu avec le bardage, et ce qui a engendré quelques questions dès les études début d'APD. Début d'APD, on gagne le concours et on se demande comment nous, on va parvenir à arriver à ce qu'on a envie de faire, avec le fait qu'on voudrait qu'ils posent le bardage parce qu'on va être plus économique et gagner de l'argent s'ils viennent avec le bardage, et ça va engendrer des questions architecturales, techniques, qui vont jusqu'à se dire que pour faire notre détail archi, il faut aller avec un camion là-bas, voir si le camion peut passer dans la rue pour voir quel type de mur on peut emmener pour qu'on cale notre détail archi en phase APD. Parce qu'on est en conception-construction. Ça, on pourra revenir dessus si des personnes ont des questions techniques sur la résolution. Mais en tout cas, la conception-réalisation nous a permis ça. Et nous avons décidé de faire comme ça avec l'entreprise. Au stade APD, avant de redessiner le bâtiment, parce qu'un concours, on voit comment on peut dessiner, on s'est pas remis à des échelles centièmes ni cinquantièmes. On s'est mis avec une feuille A3 et puis on a dessiné tous les angles du bâtiment un par un peu ce qu'on fait peut-être parfois en fin d'APD pro. Là, on l'a fait au début. On s'est posé, on a passé 15 jours sur comment on faisait ça. Là, une fenêtre qui se tient sur une bavette. Quand on veut préfabriquer et poser le bois sans amiber le bois dans le camion. Et plein de petites questions comme ça. Et ça... Nous, on n'avait pas fait d'études bois. C'était pas mal d'être accompagné par des ingénieurs et d'en parler. Et l'entreprise, oui, parce que c'est des ingénieurs qui construisent, donc ça va un peu plus vite. Voilà, des détails qu'on a calés, toujours par rapport à la notion de préfabrication. On leur a dit, bon, bah, nous, on est architectes, alors on veut que le bois s'aligne, le bardage s'aligne d'un étage à l'autre. Et là, ils nous ont dit, mais nous, on va pas monter le bâtiment comme ça, on va monter un étage, on met les planchers, et après on revient avec un autre étage. On va très vite, ça met une semaine. Mais quand il y a un mur qui est en train d'être posé, l'autre il est en train d'être bardé à l'usine. Donc c'est quand même compliqué. Il fait, les filles, on le fait, mais ça coûte 10% plus cher. Parce que c'est quand même compliqué de calpiner. Il faut là, attendez. On va poser sur site. Il fait, c'est dommage, on va devoir monter un échafaudage alors qu'on n'a pas besoin. Ou une petite, c'est plus compliqué, c'est 10%. Il fait, non. Et on leur a dit, à ce moment-là, vous achetez 8% de lames ou 10, ce que vous voulez, de tailles différentes. Vous mettez ce que vous voulez. Enfin, dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre, et puis ça ne sera pas aligné, mais au moins ce ne sera pas une erreur de chantier. Donc, comme ça, et puis en fait, ça ne choque pas, et puis tout le monde est très content. Alors s'ils étaient perplexes, parce que en Fab, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, mais où est le plan de calpinage? Et je dis, attendez, si on vous dit de ne pas passer de temps à calpiner sur le chantier, moi on ne va pas faire un plan de calpinage. Ça n'a pas de sens. On ne va pas calpiner le non-calpin. Donc, voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est des petites choses. C'est quand même bien de discuter avec le type qui conduit le camion et qui amène tout sur place. Et bon, puis maintenant, on le sait. Donc, voilà. Un visuel du chantier où on a commencé par le bâtiment du fond, ensuite celui-là, et après on était en train de monter celui-là. Vous voyez la préfabrication. Quand je dis qu'il y avait le bardage, pas tout le temps. Sur certaines pièces,
est partie du bâtiment qui allait accueillir les accroches des passerelles. On ne l'a pas fait et on a fini sur place certains éléments. Vous voyez là un refend et un peu de maçonnerie pour quelques locaux techniques. Voilà, plancher, c'est une opération. Alors, on n'est pas, nous sur cette opération, on est 100% ossature bois. Mis à part les petites maçonneries, mais en tout cas le système constructif bois, c'est de l'ossature. Il n'y a pas de massif. Ça, c'est pas un choix de nous, architectes. C'est clairement la philosophie de l'entreprise avec laquelle on travaillait. Il y a quand même des entreprises qui préfèrent travailler en massif. C'est leur spécificité, comme des boîtes de béton qui font du préfa. Enfin voilà, chacun a sa spécificité. Nous, on les a totalement suivis à 100% sur cette expertise-là. Et eux, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais sur des bâtiments R+2, R+3, ils sont clairement pro-ossature, moins de matière, plus d'engagement de travail humain. Ça ressemble plus à du travail d'assemblage et de charpente. Beaucoup plus de calculs à faire, on va dire, parce que bon, faut tout dimensionner, la solive, tout numéroter quand ça part. Mais voilà, eux, ils travaillent comme ça, donc on les a suivis. Et c'est vrai que quand il a proposé ça, je me souviens, M. Sandoz à l'OPH, à l'oral, de dire bon bah vous aurez des petits planchers bois apparents, bah, entre logements. Non, justement, pas entre logements, mais sur les duplex et en couverture, en plancher de toiture terrasse, ça marche, ouais, ça va 50% de logements. L'OPH a apprécié pouvoir avoir un peu de bois apparent malgré les contraintes de feu qu'on a, les contraintes acoustiques qu'on a, qui fait que le bois se cache, encore plus quand il est en ossature. Et donc c'était assez intéressant. Et là, pareil, nous, on n'a pas été très contraignante sur les notions encore de calpinage. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'à un moment, j'ai vu l'entreprise, je m'y attendais, c'est quoi là? On peut pas faire un truc un peu plus... il me dit, bah oui, mais là, c'est les stricts besoins, c'est l'expression du besoin. Et puis là, bon, on a un décaissé, parce que là, on a une terrasse que le maître d'ouvrage a souhaité qu'on mette au dernier moment et qu'on rende accessible. Donc, on pouvait plus déclouer le dessus, donc on a rajouté par le dessous. Enfin, voilà. Et finalement, bon, ça marche quand même assez bien. Et je dirais même que dans le salon, ça fait une petite zone à part. Enfin, voilà, ça pas de... Voilà. Et... cet objet-là, ça c'était un peu plus compliqué à faire, hein, toujours des histoires de bureau de contrôle, de stabilité, de choses très exiguës. On voulait la faire en bois, mais on n'avait pas de place sur le terrain. Donc finalement, là, c'est quelque chose où chaque matériau, le béton, enfin la chape au-dessus du plancher bois, du solivage bois et puis les poteaux métalliques, chaque matériau là en fait sert une raison particulière sur le projet. Poteau métallique parce que c'est plus fin qu'un poteau bois et à 1 cm près on n'avait plus nos dimensions réglementaires. Bois parce que bon, c'est quand même plus intéressant sur une opération où on attendait de nous qu'on maîtrise un bilan carbone, voilà, un dégagement de CO2. Et puis c'est l'entreprise. Alors ça par exemple c'est un truc très... Au concours on s'était dit, c'était l'image qu'on avait proposée. En étude avec à l'agence, on s'est dit que ouais, trop de bois, il y a trop de bois, on est passé en métal. Et puis c'est l'entreprise, 2 mois avant de... Il fallait qu'on livre cette passerelle en décembre pour pouvoir livrer en mars le bâtiment. Et je me souviens, on est à Batimat en novembre. Et là, il dit, bon, décidez-vous les filles, la semaine prochaine, je lance la fab. Et on dit, non, mais je sais pas, je le sens pas. Et là, il nous ressort la perce, ça vous n'étiez pas au courant, et il nous ressort la perce du concours à Batimat. Et il fait, mais vous vous rendez pas compte, vous vouliez ça, vous vouliez du bois, là, vous me demandez du métal. Il fait, ça n'a pas de sens, on est là pour autre chose. Souvenez-vous de l'image que vous vouliez faire. Et moi, j'ai réfléchi là, et je sais comment on l'a fait, donc on y va comme ça. Et donc c'est vrai que on a repensé juste avant, pardon pour le laser, la construction de cette passerelle. Et puis on s'est mis d'accord, on l'a redessinée effectivement sur le chantier là pour le coup. Et elle est arrivée la semaine d'après ou 15 jours après, et elle a été enfin livrée. Voilà. Et là, je laisse la parole à Linda Gilardone, mon associée, qui vous a expliqué en fait ce qui s'est passé avant.
Oui, bonsoir à tous. Je voulais prendre peut-être 5 minutes juste pour expliquer peut-être très brièvement comment est-ce qu'une jeune agence comme nous, parce que c'est vrai qu'en 2011, on avait à peine un an et demi de création d'agence. Et c'est vrai que ça semble un gros cadeau finalement de recevoir 35 logements, et d'autant plus en conception-réalisation, c'est une complexité particulière en tout cas. Et donc, juste revenir en arrière sur comment est-ce qu'on s'est retrouvé à faire cette conceptualisation. Et donc, ça a commencé en 2009, où avec Axel, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on voulait travailler sur du marché public. C'était très clair, donc on répondait à des annonces marché public, et pour ce faire, il fallait des références. Pardon. Et donc pour ce faire, il fallait des références. Et pour avoir des références, donc, on est passé d'abord par des petits concours d'idées, bien entendu. Et un concours d'idées, probablement que vous connaissez tous, c'était donc Algeco. Et donc Algeco engendrait du coup cette notion de préfabrication d'éléments modulaires avec lequel on a travaillé. Donc heureusement, en fait, ce petit projet a été primé. Et donc on s'est servi de ce projet. Après, on continuait à candidater en se disant, bon, bah, du coup, dès qu'on voit le mot préfabrication, c'est sûr, on a toutes nos chances, on a un projet à montrer. Donc ensuite, un jour, on est tombé sur une annonce qui parlait justement de préfabrication, et qui était donc le petit pavillon qu'on voit juste ici, là, le deuxième, le petit pavillon d'accueil pour le palais de justice de la ville de Paris, le grand qu'on voit actuellement en chantier. Et donc il y avait cette notion de quelque chose de temporaire, donc il fallait que ce soit avec des éléments simples et faciles à monter et à démonter éventuellement par la suite. Donc là, on a fait une proposition, en fait, initialement, comme on avait travaillé sur Algeco, on s'est dit, bon, bah, on va faire de l'Algeco, on connaît, on sait comment ça marche. Donc lors du concours, la proposition qu'on a faite, on a proposé de travailler sur des modules qui s'assemblaient. On le voit un petit peu par transparence derrière le bambou. Et donc on a gagné ce projet. Et en fait, en avançant sur les études, on se trouvait que c'était un petit peu contraignant. Algeco, en plus, c'était pas tellement moteur. Donc à un moment donné, je ne sais plus comment c'est arrivé, on s'est dit, ah bah non, on devrait essayer en bois, ça serait peut-être plus pertinent, on aurait peut-être un petit peu plus de flexibilité. Et donc on a commencé à chercher des acteurs, et on a rencontré un bureau d'études bois que Axel avait rencontré dans une expérience antérieure, qui s'est très rapidement intéressé au projet. Et donc il nous a également parlé un petit peu de son expérience, et il nous a parlé du fait qu'en plus de son bureau d'études, qu'il avait monté une entreprise bois. Et donc voilà, bon, malheureusement, alors on continue les études, malheureusement le projet s'est arrêté, donc on était un petit peu redevable parce qu'il avait commencé les études, voilà, c'est embêtant, en même temps c'est intéressant le bois. Voilà. Donc et là on a rajouté du coup une corde à notre arc, on avait la préfabrication, et du coup, le bois, maintenant, on disait, ah, super, on veut faire un projet bois. Donc, on a continué nos annonces, on cherchait des projets, hein, et un jour, on tombe sur une annonce qui parle de 15 maisons ossature bois préfabriquées en une conception-réalisation, mais en procédure adaptée. Donc, en fait, on passe un peu à côté du fait que c'est une conception-réalisation. Enfin, au début, on ne savait pas trop, hein. Et dans le groupement, ils demandaient en fait qu'il y ait une entreprise bois et un bureau d'études de VRD. Donc on compose notre équipe, on met un architecte, on va rappeler du coup notre entreprise bureau d'études, on lui propose, il dit oui, c'est intéressant, on y va. Et puis en fait on est sélectionné, 2 mois après on reçoit le dossier. Donc en regardant le dossier, on analyse un petit peu le contenu et on réalise qu'effectivement c'est une conceptualisation en tant que telle et que notre entreprise bois donc, ne va pas suffire puisqu'il faut une entreprise tout corps d'état pour pouvoir chiffrer l'ensemble des lots. Et on y va, on se lance quand même dans l'aventure, on décide de faire le chiffrage, on va chercher des entreprises, on les appelle. Et en fait c'est une aventure qui nous a bien plu, on a rendu. Bon, bien évidemment on n'a pas gagné, mais on a fait un bon oral quand même, hein, c'est intéressant. Trouvé ça intéressant. Voilà, et voilà, on est porté par cette aventure de conceptualisation, on se dit c'est chouette,
Ça nous a beaucoup amusé. Donc, c'est donc quelques mois après, 6 mois après, peut-être 2 mois après, précis, qu'on tombe donc qu'on tombe sur cette annonce de Montreuil, de la conception-réalisation. Et c'est là où du coup on se dit, c'est parfait, il y a du bois, il y a de la préfabrication, et en plus c'est une conception-réalisation, donc c'est forcément pour nous. Et bien évidemment, donc là on a constitué une équipe solide, puisque du coup on a demandé à l'entreprise qui à l'origine était quand même plus une entreprise bois, qui a donc accepté de se lancer dans cette aventure, de se constituer en quelque sorte pour ce projet, pour la première fois en tant qu'entreprise tout corps d'État, qui était donc une première pour eux et également donc une première pour nous. Donc voilà comment le projet de Montreuil a commencé. Très bien. On va, si vous voulez bien, vous déployer, comme ça on va pouvoir se mettre en configuration pour discuter. Voilà, un peu plus. Oui, tout le public aura remarqué l'enthousiasme que vous avez les uns comme les autres sur ce projet, sur ces projets. Et la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui fait que des jeunes architectes, vous êtes tous jeunes, se passionnent pour le bois? Est-ce que c'est l'effet Zumthor? Est-ce que c'est la mode écolo? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que conceptuellement, vous allez chercher autre chose? Vous avez envie justement d'être très contemporain à partir de choses aussi élémentaires? Je rebondis juste sur la mode écolo, c'est pas une mode, c'est une nécessité. J'ai fait exprès de le dire comme ça. Parce que, mais je rebondis. Je ne conteste pas. Non, nous on a eu beaucoup de chance dans notre parcours. On est tombé très tôt sur cette commande que j'ai montrée très rapidement, la petite maison qu'on a fait dans le 13e, qui a été passée par des gens qui ont compris qu'il fallait faire du bois longtemps avant moi. Et donc ils m'ont dit, cette maison doit être en bois. Et on a fait l'ossature bois et R+3, ce qui est un peu limite avec une entreprise qui était... ouais, ils improvisaient tout. C'est vraiment un truc, une maison individuelle au sens bricolo du terme. Et donc à partir de là, j'ai compris. Et on a eu du bol de pouvoir ensuite travailler avec Aurélien, qui nous a fait comprendre très tôt, hein, enfin très tôt pour nous, dans notre pratique. C'était c'est 2007-2008, quand on a travaillé sur le Pucarréa. Où on a réfléchi à comment faire pour réhabiliter les logements en apportant une vêture en bois, des choses qui se font assez régulièrement aujourd'hui, mais que grâce à toi, on a réfléchi à tout ça à ce moment-là. Et puis ensuite, Versailles, c'est un accident. Versailles, c'est un accident. On a été retenu pour la surélévation d'une chaudière au bout d'un bâtiment qui était un bâtiment de logements sociaux. On a fait avec le même bureau d'études Mecobat que vous. Sur Montreuil, c'était... on a fait une ossature en métallique avec un bardage métallique et François de Mazières nous reçoit dans ses bureaux et nous dit j'aimerais bien... C'est le maire de Versailles, hein, je dis ça pour les gens. J'aimerais une façade en bois parce qu'à Versailles on a beaucoup de bois et il nous convainc, nous on n'est pas très façade bois. Et je le lui dis avec tout le respect qui est dû à sa personne. Et je lui dis, bon, peut-être qu'on pourrait envisager de faire une façade en bois si on avait l'occasion de construire en bois. Et donc, on a eu une opportunité à un moment, c'était 2011, 2010, 9 en 2009. Donc, au moment où, ici même, peu de temps après que vous ayez fait cette exposition sur le logement en bois. Et donc, dans notre démarche, entre cette première expérience et puis cette exposition, et donc le fait que François de Mazières ait été préparé à cette demande qui était complètement impromptue, ça a déclenché l'opportunité de construire notre premier bâtiment en bois. Voilà, donc c'est un peu la mode, effectivement, grâce à l'exposition. Beaucoup notre conviction qu'il faut faire du béton là où c'est nécessaire, mais on va devoir faire du bois de plus en plus et d'une manière de plus en plus généralisée, et donc il faut apprendre à le faire, que c'est pas si compliqué que ça, mais qu'il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Et voilà, donc c'est un peu ça qui nous a amené au bois.
Alors, et vous, en ce qui vous concerne, est-ce que c'est pour des questions théoriques, constructives? Est-ce qu'à l'école, vous aviez vraiment poussé ça beaucoup déjà et vous aviez envie d'aller dans la vraie vie avec ce genre de projet ou c'est par aspiration personnelle? Je pense qu'on a une sensibilité toutes les deux au départ, clairement. Mais je dirais que, en fait... sensibilité écologique. Oui, bien sûr. Mais je dirais que je pense que ce qui a vraiment stimulé après l'agence le travail aussi sur le bois, c'est aussi la qualité des échanges des intervenants. Des personnes qui travaillent le bois, qui travaillent sur le bois, ont ce truc quand même en plus, je ne l'explique pas, qui fait qu'ils sont vraiment passionnés et passionnants. Et il y a vraiment un échange, je trouve, assez riche, parce que c'est presque comme des artisans qui travaillent une matière enfin, moi, c'est peut-être qu'Axel, elle n'a peut-être pas le même ressenti, mais en tout cas, moi, je sais que je trouve ça assez agréable voilà, parce que c'est des gens qui sont passionnés de leur métier. On ne peut pas ne travailler sur du bois comme ça. Il y a vraiment ce truc en plus qui n'existe pas forcément avec nos bureaux d'études de structure béton. C'est vrai, un petit peu moins. Ça dépend lesquels, peut-être. En tout cas, ça, c'est mon approche. Je ne sais pas, Axel. Moi, je dirais que c'est un peu de tout ça. Je me souviens, quand on était étudiant, on a fait 600 km pour aller voir 4 poteaux en bois de Jourda dans la Roure, qui était quand même précurseur sur la volonté de construire. Oui, l'Académie du travail. Voilà. De Jourda et Perroda. Il y a eu ça. Il y a eu effectivement, moi dans mes premières années, la rencontre avec ceux qui connaissent dans le bois. Il y a SBET avec qui on a travaillé, qui on travaille beaucoup, qui est SCBT et son dirigeant ingénieur. Je me souviens que je l'avais vu dans le cadre d'une réunion sur un projet dans une agence et je l'avais vu parler bois et je m'étais dit, ouais, je sais plus, c'était en 2004, 2003, 2004, je passais par là dans l'agence et j'entends ça et je dis oui, bah lui, si un jour je monte ma boîte, on l'appelle pour faire du bois. Et effectivement, et un jour Linda me dit, tu connais personne dans le bois? Je suis, si, il y a un type, il y a 10 ans, s'il est toujours là, il faut qu'on le rappelle parce que si, quand même. Donc il y a ça, et puis effectivement, il y a la rencontre vraiment avec la technicité matériaux. Au début, je disais, ouais, c'est un peu compliqué l'assemblage ossature, mais finalement, non, c'est très primaire, c'est de la charpente, c'est quelque chose, en fait. J'avais un exemple, parce qu'on m'a questionné sur le bois il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, que je réussissais à faire facilement? J'arrivais à assembler des bouts de bois assez facilement, assez naturellement. La fois où j'ai essayé de faire une dalle en béton avec des cailloux dedans, c'était très moche. Voilà, j'ai plus de facilité, à comprendre comment ce matériau marche, à le mettre en œuvre. Et puis maintenant, travaillant dans le logement, parce qu'à l'agence on travaille beaucoup dans le logement, on a aussi chez les maîtres d'ouvrage qui sont très intéressés par le bois et chez ceux qui en ont peur, mine de rien, les parois bois. En tout cas, en façade, on gagne des mètres carrés, on est plus performant sur l'enveloppe thermique, on est plus percutant sur les délais, et puis il y a l'injonction écologique. Vous n'avez pas donné les délais d'ailleurs de votre opération? Eux, ils ont dit 18 mois, mais vous, c'était... On a fait 35 logements, la première tranche en 13 mois, livrée en 13 mois, à compter de l'OS Travaux. C'est Dolay. Le premier bâtiment est livré en 13 mois et l'autre est arrivé 2 mois plus tard. C'était comme un seul chantier, juste à 1 kilomètre de distance. On a eu aussi une interruption d'1 an avant l'OS Travaux, dû des problématiques de subvention, État, enfin voilà, des choses comme ça. Et nous, les études, on a fait le concours en à peu près 8 semaines. Peut-être 10, peut-être qu'on vous avait demandé 15 jours en plus quand même. On a eu un petit mois de négo, de challenge technique, parce que chaque concurrent était différent dans sa technique. Et puis on a eu 4-5 mois d'études APD Pro assez rapides. Voilà, c'est comme ça. Et puis, et du moment qu'on a lancé, ou à 13 mois le premier bâtiment. Juste le mot du maître d'ouvrage, le bois c'est pas plus... J'allais justement vous interroger. Allez-y. Le bois c'est pas plus cher que le béton, c'est peut-être même moins cher. On est sur une opération où en coût travaux par mètre carré chab, on est aux alentours de 1 800 €. Nous, on a une expérience qui est plutôt entre 2009 et 2002-2003 sur des projets classiques. Donc là, on a sorti un projet qui était relativement à bas coût.
Ça s'explique vraiment par ce travail qui a été fait en APD, de détail, en associant l'entreprise et l'architecte. On est vraiment sur un travail qualitatif qui n'est pas toujours poussé aussi loin, en tout cas pas autant en amont. Et ça génère clairement des économies. Et après, on est sur des chantiers en filière sèche qui se passent relativement bien, où on a moins de bruit, moins de désagréments que sur des chantiers classiques. Donc voilà, le bois, c'est pas plus cher et ça va beaucoup plus vite. Et la conception-réalisation sur ce projet-là a été extrêmement bien maîtrisée. Et voilà, donc le bois, c'est vraiment, je pense, une vraie filière d'avenir pour le logement. Alors, justement, gardez le micro, Dans l'opération Réinventer Paris, 23 sites et autres, la majorité des projets sont en ossature bois. Donc là, il y a là un signe extrêmement fort et qui accrédite complètement cette thèse. En effet, de rapidité, de maîtrise, peut-être de confort, comme vous l'avez tous expliqué, même si les échelles sont différentes. Et puis, justement, c'est des bâtiments beaucoup plus grands. Est-ce qu'à Montreuil, vous vous apprêtez à construire beaucoup plus haut avec ce système d'ossature bois ou bien vous allez rester dans des petites opérations ici ou là, dans des dents creuses. Voilà, est-ce que c'est ça ou vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure? Je sais qu'ils sont prêts, mais et là dans la salle aussi. Hein. J'en suis sûr. On monte de plus en plus haut avec le bois, ça c'est une réalité. On a aujourd'hui des procédés constructifs qui sont validés, qui sont acceptés par tous, qui permettent de monter sur du R+6 et même au-delà. Est-ce qu'à Montreuil on en fera? C'est un peu difficile, on a des fonciers qui sont quand même relativement complexes, petits. On a aussi une connotation logement social. Quand on fait des tours ou des résidences trop denses, on donne parfois une image qui est un peu compliquée, qui est connotée. Donc on est plutôt, nous, sur un travail sur des petites parcelles, des tailles d'opération... Oui. Entre 15 et 30 logements, on aime bien ces tailles d'opération. Mais en tout cas, voilà, le bois maintenant permet effectivement de monter. On a aussi des procédés constructifs qui vraiment font l'unanimité. Il y a des boîtes françaises qui construisent en bois français. Je prends l'exemple de Techniwood, qui est une boîte lyonnaise qui vraiment propose des dispositifs constructifs extrêmement intéressants et qui se diffusent. Donc voilà, Alors justement, vous avez parlé de bois français. Aurélien Brousse, est-ce que vous utilisez toujours du bois français? Non. Alors justement, je connaissais un peu la réponse, mais la question est pourquoi? On a C'est une question de colle, c'est une question de... Non, c'est assez général. C'est une question d'organisation de la première transformation et de la filière en amont. On a une forêt qui, en France, s'accroît depuis une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant, tous les ans. On a des forêts qui sont très qualitatives et très variées en termes d'essence, mais on n'a pas une exploitation, je dirais, forestière industrielle, pour utiliser le mot, comme on peut avoir dans les pays nordiques, l'Autriche, l'Allemagne, enfin voilà, des pays où on a des culture monoessence, de grande échelle, avec très peu de propriétaires, donc très peu d'interlocuteurs pour les scieries, beaucoup de propriétaires forestiers qui sont organisés aussi en scierie, alors qu'en France on a des milliers et des milliers et des milliers de propriétaires forestiers qui ont 5 ares, 1 hectare, où ils vont passer les vacances. Enfin, c'est pas du tout la même organisation de filière. On a des zones géographiques où ça commence à s'organiser, notamment dans le Massif central, les Vosges et le Jura. Les Landes qui ont la particularité d'avoir là une monoessence quasiment avec le pain maritime, qui a aussi ses particularités mécaniques et d'approvisionnement. Mais on manque de production, d'organisation pour le moment dans la filière. C'est en train de se mettre en place. Il y a des fonds qui sont débloqués très importants. Donc ça commence à monter. On a vraiment, là, pour revenir sur les sujets de construction bois, on monte en hauteur, etc. On a entre 5 et 10 ans, là, la vraie éclosion d'une filière bois au sens général du terme, c'est-à-dire technique, en ingénierie, en architecture, avec des gens qui s'approprient des discours qui peuvent être très intéressants avec la construction bois.
Parce qu'en plus des gens qui sont assez passionnés, on a vraiment une possibilité architecturale très très libre et très variée en construction de bois. Et puis on hérite aussi d'un passé avec des charpentiers qui font de grosses structures en bois, notamment des gymnases, des arcs lamellés-collés sur des portées de 120 mètres, c'est des choses qui ont déjà été faites. Donc on a un passif avec des grosses entreprises en lamellés-collés, mais l'ossature et l'habitat et la construction, c'est vraiment une éclosion auquel on est en train d'assister en ce moment-là. Donc si je vous entends bien, c'est en train d'évoluer et on va vers justement le développement une structuration d'une filière en France. Complètement, oui. Ouais. Vous confirmez ça? Oui, oui. Non, parce que c'est paradoxal quand même. On a des hein. plus grands massifs et ça ne produit pas assez, en tout cas pas comme on le souhaiterait. Bah, c'est vraiment, ouais, c'est la filière bois, elle est, il y a vraiment beaucoup d'interlocuteurs. Il suffit de prendre une carte de différents organismes qu'on a dans la filière, c'est pléthorique. Enfin, il y en a des centaines, quoi. Et on retrouve ce schéma-là pour plein de choses. Mais c'est, par exemple, quand on a gagné le concours sur l'OPH d'Aubervilliers avec le R+6, on gagne en 2011. En 2011, il y a en France un bâtiment en R+7 à Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est tout. Et donc le R+6 qu'on fait là, on le gagne en disant qu'on va le faire en bois. Bon, on est sur un troisième famille pour parler un petit peu technique, et notamment sécurité incendie. Il y a une vraie marche entre la deuxième famille et la troisième famille. Donc c'est des sujets très techniques qu'on essuie beaucoup de plâtre, quoi, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que l'école du Vorarlberg en Autriche, on sait, chez les architectes, a eu beaucoup d'importance, mais est-ce que justement du côté de la technique, elle a aussi apporté des clés? Est-ce qu'elle a poussé les gens à développer les expérimentations? Je pense qu'elle a aussi beaucoup décomplexé une filière bois, dans le sens où beaucoup de gens sont allés quand même dans le Vorarlberg, aussi bien architectes que artisans, que ingénieurs, que maîtres d'ouvrage. Et on s'est rendu compte qu'on faisait des choses en France globalement très pertinentes. Et ça, je pense, décomplexer la filière par rapport à ça en se disant finalement il se passe des choses là-bas très intéressantes, notamment dans le partenariat entreprise, maîtrise d'ouvrage et entreprise et architecte aussi, parce que c'est pas la même façon de travailler. Il y a aussi dans le Vorarlberg un petit contexte local avec une situation financière qui n'est pas la même qu'on a ici pour faire de la construction de bois, mais je pense que c'est surtout une vraie décomplexion, enfin, un vrai essor par rapport à ça. On assume ce qu'on fait en France et on fait des choses sympas aussi. On n'a pas à rougir, quoi. En tout cas, ce qu'on note, c'est que la maîtrise d'ouvrage, que sur deux villes différentes, demande la même chose. On voit bien que là, on vous demande de faire ça. Même si vous y aviez envie de le faire, ouais. La demande est clairement formulée. Hein. Là, c'est absolument clair. La petite nuance entre ce qui s'est passé à Montreuil et la demande, et ce qu'on on a vécu, c'est pas le bon mot, mais la demande de l'OPH d'Aubervilliers, faites du bois, mais on ne veut pas le voir. Voilà. C'est-à-dire que pour des problèmes d'entretien, de pérennité, alors, ni à l'extérieur, ni même à l'intérieur, on a tenté. On n'a pas insisté. Nous, c'est pas quelque chose. On ne traite pas le bois comme quelque chose de dogmatique. On l'a souligné tout à l'heure. Quand c'est adapté, on y va. On aime bien le travailler, on aime bien, pour les raisons que tu évoquais, de la richesse des échanges par lesquels on doit passer. C'est hyper intéressant, mais voilà. Et là où je voulais en venir, c'est le bois permet aussi une grande diversité architecturale. On voit la différence de nos deux bâtiments. Dans notre bâtiment, c'est aussi une sorte de challenge. Quand tu parlais du R+7 à Saint-Dié, c'est un bâtiment quand même assez régulier. Avec voilà. Nous, on a un bâtiment qui est assez complexe, on s'est bien haché les cheveux pour arriver à cette figure à laquelle on tenait, mais en essayant de lui trouver une logique. Donc c'est pas seulement un gros bordel, il y a une logique de refend, de façade non porteuse, etc. Voilà. Et la filière, pour revenir, je pense qu'on est avec les projets de qualité qu'on présente, à force la filière va devoir s'organiser. Voilà, pour l'instant, effectivement, on annonce un bilan carbone exceptionnel. Il n'est peut-être pas forcément aussi bon que ça, parce qu'on va aller chercher le bois en Slovénie ou ailleurs. C'était un peu le sens de ma question. Voilà, mais voilà, on initie.
je pense que la filière va se faire de fait. J'ai l'intuition qu'il y a deux sujets. C'est le sujet de créer la demande. Et pour créer la demande, il va falloir qu'on arrive, et on le fait déjà assez bien, hein, à mettre en avant des bâtiments qui suscitent un désir de construction bois. Et donc pour ça, il faut sortir des bâtiments un peu trop tramés, un peu trop rigides, qu'on a tendance à faire par souci de facilité, notamment par rapport à la structure, en construction bois. Pour aller très vite, il faut faire très simple, mais on peut faire très simple avec toute la subtilité que peuvent apporter des équipes de maîtrise d'œuvre. Et ça, mettre des bâtiments comme ça en avant, c'est ce qui va générer davantage de demandes encore. Et à partir du moment où la demande sera développée, moi j'ai aucune inquiétude sur le développement de l'offre, de l'industrialisation, etc. Donc le plan à Livebois qui va faire des bâtiments exceptionnel, exemplaire, qui va poursuivre cet effort qu'on fait tous à une échelle microscopique. Ça va. Je suis très optimiste en fait, sans terminer forcément ma phrase. Je suis vraiment très optimiste sur le développement du bois dans les 10 prochaines années. Est-ce que vous partagez cet optimisme justement? Je crois savoir que oui, mais quand même, je voudrais vous entendre sur... on parle d'innovation là ce soir, c'est un peu le thème. Quelle est la marge d'expérimentation réelle sur le bois? Est-ce qu'on rebat les cartes en permanence ou on peut aller plus loin? Parce qu'avec l'acier, on a vu ce qu'on a pu faire avec justement comment les ordinateurs ont justement validé des expériences spatiales qu'on ne pouvait pas forcément imaginer au départ. Peut-être juste un tout petit mot. Dans notre présentation, on a vraiment souhaité parler du sarking juste avant de montrer les photos du bâtiment qui est quasiment finalisé. C'est-à-dire le sarking, c'est 2 vis, mais juste 2 vis, qui nous ont demandé des mois de travail, qui ont demandé la mobilisation de centaines d'heures d'intelligence de gens qui ont fait des années et des années d'études, des réunions à 20 autour de la table, pour 2 vis. Et le bois, c'est ça, et en même temps, c'est les photos qu'on a montrées après. Et donc, l'innovation, c'est pas forcément des choses spectaculaires. C'est aussi ça, un travail hyper minutieux, hyper passionné, et qu'on ne saurait pas faire si on n'était pas aussi attaché au développement de la filière. Alors, sur l'innovation, la construction bois, par exemple, le plan ADIV, il propose de se poser les questions en France, dont certains ont déjà été posées. Donc la question de l'innovation, elle est aussi à chaque fois géographique. Nous, quand on a commencé Montreuil, malgré toute l'expertise de l'entreprise avec laquelle on travaillait, de notre BET Mecobat, très intéressé à la chose et à la question, l'intérêt du maître d'ouvrage, on s'est posé les questions sur l'acoustique. C'est vrai qu'on n'était pas en massif, on était en ossature, on avait les certifications, les réglementations, enfin comme tout le monde. Et quand on a essayé, nous, de s'y confronter, en plus de ce que les ingénieurs se posaient comme question, on a essayé de chercher chez des confrères en documentation, la désolidarisation des gaines sur des structures en bois, enfin des questions où on a mené des enquêtes pendant des semaines et des semaines, on allait visiter des bâtiments. On en a eu des retours, on disait mais c'est pas possible, ils font ça dans tous les pays, pourquoi ici on est obligé de construire un mur en béton à l'intérieur d'un truc en bois ou de faire un caisson de cinéma dans du logement et de faire ceinture et bretelles. Enfin, on se posait vraiment des questions, on a fait appel à un acousticien qui nous a dit il faut faire un gâteau, enfin des choses hyper compliquées. L'entreprise disait non mais à un moment on tiendra jamais, on développera jamais le bâtiment dans les coûts qui nous sont demandés si on fait tout ça. Il y a d'autres solutions, donc on s'est remis, on a rebossé. On a trouvé des systèmes où notre acousticien nous disait mais ça ne passera jamais, par exemple. On l'a fait, c'est passé en tout cas en test plutôt bien. Même tout le monde était étonné. Et on revoit cet acousticien l'année dernière, on en parle. Et je dis bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 ans chez vous? Et il me dit bah oui en fait, parce que je lui dis je suis désolée, il y a 6 ans vous n'avez pas écouté, on avait fait autre chose. Désolée. Et elle fait non bah en fait finalement en 6 ans il s'est quand même passé des choses dans la filière et maintenant on fait ce que vous avez fait. Mais c'est rien, c'est un plancher en bois avec un isolant, une chape croisée. Enfin c'est pas une innovation, c'était. Voilà, une question à votre maîtrise d'ouvrage. Comment est-ce que ça se passe au moment où votre maîtrise d'œuvre
vous dit l'acousticien, il nous propose des choses, on n'y croit pas, on saura faire mieux. Comment est-ce que vous prenez votre décision? Non. C'est comme quand on est en étude de maîtrise d'œuvre, moi j'appelle pas mon maître d'ouvrage tous les jours pour lui dire que j'ai changé tel choix constructif ou tel système. Enfin, je veux dire, enfin bon. Chaque maîtrise d'ouvrage est différente. Je pense qu'à Montreuil, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est une ouverture d'esprit, un souhait d'innover. Et à partir de là, nous, on est prêt à aller sur des solutions un peu expérimentales qui sont pas forcément, qui n'ont pas tous les agréments CSTB. On développe des ATEX, par exemple. Et là, c'était même pas un ATEX. Donc voilà, je pense que, en tout cas, c'est vrai que j'interviens dans le débat. Nous, bailleurs sociaux, on va avoir le bâtiment pendant 10 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. On l'aura pendant un temps long. Si on s'engage dans la filière bois, c'est parce qu'on est aussi convaincu qu'il y a une vraie pérennité sur ce type de structure. On entend beaucoup de choses, mais qui parfois relèvent un peu du fantasme sur la pérennité du bois. Alors c'est vrai que les façades, elles évoluent de teinte. C'est vrai que les bâtiments, quand on est dans un bâtiment bois, on a une sensation particulière. Certains gestionnaires pourraient dire que c'est fragile, etc. Nous, ce qu'on constate, en tout cas sur ces deux bâtiments, mais aussi sur des bâtiments bois qui ont plus de 10 ans, c'est qu'on n'a pas plus de demandes d'intervention qu'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas de soucis d'acoustique qui nous sont remontés plus qu'ailleurs. Et donc à un moment donné, voilà, je pense qu'un maître d'ouvrage, il doit savoir aussi prendre ses responsabilités et accepter des solutions qui ne sont pas forcément celles que tout le monde fait partout. Merci. Mais c'est vrai que sur nos opérations en logement, on va avoir une réponse constructive bois beaucoup plus facilement quand on est en concours restreint, parce qu'on est quand même en compétition. On va amener le bois plus facilement quand on sent que dans le cahier des charges, soit il y a une demande bois directe, soit il y a une demande en tout cas de la question environnementale, avec la notion du bilan carbone. Voilà, quand il y a une démarche forte et volontaire. Alors des fois, il y a ça aussi qui est noté dans le cahier des charges, qui est une attente forte du maître d'ouvrage. Donc on y va en bois. Et donc ils veulent baisser le bilan carbone, mais pas avec du bois. Donc parfois on perd aussi sur une proposition technique qu'on a souhaité et qu'on a pensée intéressante, voilà, et non, ça ne passe pas. Donc c'est vrai que le bois passe pas toujours. On a pu le faire passer sur un bailleur qui était très très frileux, mais on n'était pas en concours, on était en dialogue directement avec lui, et on lui a amené doucement, on a eu le temps le concours anonyme ne permet pas tout le temps d'être dans ce dialogue. Et là, lui, c'était sur une offre, enfin une esquisse, un truc, une offre non déterminée avec des intentions assez vagues, qui était de dire on a envie de travailler comme ça, on vous proposera ça, mais à voir. Et là, on a eu le temps de dialoguer avec lui, d'avoir un travail pédagogique. Et ça a été très long, et on a fait du bardage alors qu'il n'en fait jamais, mur plus bardage. Et c'est mis on a fait des réunions sur le bois. Sur l'aspect du bois, ça a été toute une histoire. Tout le monde est venu, le bardage. On a fait des réunions juste sur les bouts de bois, quoi. Les vieillissements, on a mis des bouts de bois sur notre balcon parce qu'on ne trouvait pas de bois vieilli. Parce que les fournisseurs ne font pas vieillir le bois et ne nous le donnent pas. Ça coûte 500 € la plaquette de présentation pour présenter ces maîtres d'ouvrage. Donc on fait vieillir du bois sur notre balcon pour avoir la palette disponible pour nos maîtres d'ouvrage, pour leur montrer comment ça vieillit. Enfin, c'est des choses... Donc voilà, mais ça se pose effectivement. C'est votre matériothèque, chez vous. Donc, on est en train de se la faire, eux, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les industriels du bois la mettent pas à disposition, ils veulent pas... Voilà. Donc là, on a du 2-3 ans. Si vous voulez du 2-3 ans, on a du 2-3 ans. Est-ce que dans les concours que vous préparez, là, parce que vous en avez plein sur le feu, j'imagine, est-ce que vous êtes sur les bureaux en bois aussi? Est-ce que pour sortir du logement, est-ce que vous expérimentez sur d'autres programmes ces techniques? On peut le dire sans le dire. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire où, mais vous pouvez dire si... on commence des études sur des bureaux en bois, mais on est aux prémices là. Donc, et vous? Alors nous, on aimerait bien. Ah oui, nous les bureaux, on aimerait bien, mais bon, comme on fait plein de logements, on pense qu'on sait faire que du logement. Mais on aimerait beaucoup les bureaux.
Mais on Bon. fait des équipements en bois. À Non, bon, mais on a... à bon entendeur, salut. Ah non, mais les bureaux. Non, mais on a fait. Non, mais on a répondu à des consultations. Oui, on a eu quelques consultations sur du tertiaire. Mais c'est vrai que le bois est hyper adapté au tertiaire et au bureau, quoi. Enfin, Oui, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a Vraiment, fait un quoi, débat avec sur le bois facilité, ici, avec il y avait tout facilité. les maîtres d'ouvrage qui étaient là, Oudéum, parlaient de leur grand campus à Nanterre, entièrement en bois. Comment? Non, je parle bien de bois. Non, les bureaux. de bureaux. À Nanterre. Ah, leur bureau, d'accord. Ouais. Campus. Prends micro. On a des très Micro grosses qui est pas en bois. opérations de 18, 20, 25 000 mètres carrés en construction bois actuellement qui sont en train de sortir de terre en région parisienne avec des solutions viables. Ouais, je voudrais juste revenir une petite pas en arrière par rapport à la prise de risque et la responsabilité du maître d'ouvrage à dessein pour glisser sur un autre sujet. Sur l'opération d'Aubervilliers, donc on a un R+6. À l'époque, on a fait les études. Maître d'ouvrage ne voulait pas de bois en façade. Il fallait qu'on habille ce bâtiment. Donc Et pour quelle raison? Le bois en façade, Ouais. problème d'entretien. Alors, comme vous disiez, il y a Le fameux vieillissement du bois, là, Ouais. ces choses-là. Ça. Il y a peut-être aussi quelque chose, c'est qu'on... Micro. Il y a C'est aussi plus quelque qu'ils chose, vous c'est que- entendent. Ouais, Oui, ça marche. D'accord. Pour nous, la construction bois, c'est d'abord le bilan carbone, ensuite la rapidité d'exécution, et on tient à garder une forme de liberté dans la conception architecturale et son intégration, l'intégration du bâtiment dans son contexte. D'accord. Donc le bois, c'est complètement secondaire, ça nous arrive d'en faire en façade, mais c'est vraiment une question qui est complètement indépendante de la structure dans notre pratique. Non, mais je notais que la maîtrise d'ouvrage n'en voulait pas. Mais Non, on parce n'a que pas eu de mal à abonder dans ce sens-là. Non, parce que culturellement, il faut se souvenir qu'avant, du temps où l'architecture était aussi en métal, je parle de la fin du 19e siècle, c'était pas chic, il fallait mettre de la pierre autour. Les façades étaient en pierre. Tout le quartier, ici, c'est comme ça. Les grands bâtiments, des expositions universelles, c'est ça. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a aussi un ressenti par rapport aux matériaux. Voilà, c'était ça ma question. Puis derrière la pierre de l'Haussmann, enfin bon, on connaît tous l'histoire. Pourquoi je disais ça? Oui, donc pas de bois, donc nous on trouvait un matériau, on voulait quelque chose, une image minérale. On a trouvé ce matériau, le caréa, pour pas le nommer. On a fait des recherches. On s'est trouvé devant un mur réglementaire. C'est-à-dire que les matériaux vers lesquels on tendait, il n'y avait juste pas d'avis technique sur support bois au-delà de R+2. Donc le maître d'ouvrage a pris ce risque, c'est-à-dire qu'on est pratiquement on est parti en chantier avec un avis défavorable sur le sujet du bardage. Voilà. En se disant, on a l'expérience de l'opération de Versailles où, en concertation, en prenant le temps avec le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, les entreprises, d'expliquer pourquoi c'est limité, comment on propose d'adapter ce matériau à un emploi qui n'est pas prévu dans la vie technique, mais on est tous persuadés que ça peut fonctionner. Donc c'est pour ça que je voulais signaler, venir sur ce sujet-là, sur l'item travail collaboratif, essentiel pour mener, surtout sur du bâtiment en bois, même si on le fait depuis des siècles, on revient dessus et les réglementations ont évolué, mais elles n'ont pas forcément suivi. Voilà. Voilà, on note. On va peut-être passer la parole à la salle. Je voudrais profiter de la présence de maîtrise d'ouvrage d'Aubervilliers qui peut-être aurait-elle envie de réagir à tout ce qu'elle a entendu. Alors, la pauvre, elle vient de débarquer, c'est notre cinquième interlocuteur auprès de la maîtrise d'ouvrage. Madame Chevalier. Bonsoir, merci de me donner la parole. Donc effectivement, j'ai pas du tout le retour d'expérience depuis le démarrage de l'opération, mais j'ai quand même un petit peu échangé avec mon directeur qui était là à l'origine. Et donc effectivement, c'était une volonté du maître d'ouvrage également
baisser le bilan carbone et de participer au développement de la filière sèche. Donc voilà, je tenais à le préciser. Je ne sais pas si ça a été dit, je suis arrivée en retard et je m'en excuse. C'est synthétique comme ça. C'est le deuxième essai pour l'OPH. Donc nous, peut-être qu'on n'a pas de chance, peut-être qu'on a des choses aussi à revoir dans nos fonctionnements internes, mais on a quand même 2 opérations qui ont disons un budget qui augmente de 20% pour l'une ou de 40% pour l'autre. On a quand même des difficultés dans le chantier et on voulait pointer effectivement sur être attentif et réactif et avoir une bonne connaissance aussi des différents bureaux d'études. Je pense qu'on a aussi eu quelques expériences, non pas avec vous, mais sur le 14 Quadrianias, qui a été très très compliqué aussi apparemment, mais que je n'ai pas suivi non plus. Voilà. Donc... Et pourtant, on va continuer à le faire et on va essayer aussi, nous, en tant que maître d'ouvrage, d'utiliser notre référentiel, notre expérience pour poursuivre. Je pense que peut-être vous pouvez vous appuyer sur l'expérience en conception et réalisation. Voilà. Non, ce que j'ai retenu, et j'étais très envieux quand vous avez expliqué votre parcours sur ce projet-là, en conception-réalisation, on a l'impression que c'est super confortable, quoi. Alors, ça peut avoir il y a l'autre verre de la médaille sûrement, mais nous, l'expérience qu'on en a, c'est des entreprises en lot séparé avec un plombier qui nous plante. On n'a même pas fini les études, mais il faut quand même continuer à avancer. Après, notre charpentier qui nous plante tout simplement, qui se barre. Donc, refaire un appel d'offres. Donc, à chaque fois, le PH est obligé de remettre au bassinet parce qu'il faut la finir, cette opération quand même. Donc voilà, donc 20% en plus. Dans le micro, s'il vous plaît. J'étais donc très attentive au mode de conception-réalisation également, et j'étais très attentive sur l'entreprise qui se constitue finalement, enfin, à votre demande, en entreprise tout corps d'État, enfin, qui prend le pari de se constituer. Alors, très exactement, pour ceux qui connaissent, je parlais de Jacques Cabagneux, pour ceux qui connaissent, qui voient qui c'est. Avec à diriger la MIC, donc la mission interministérielle de la qualité des constructions publiques. Marché public à la Villette, et en l'occurrence qui nous a demandé, qui nous demande du coup chaque année d'intervenir sur la conception-réalisation et qui nous met en débat avec d'autres expériences de conception-réalisation qui ne sont pas toutes forcément, qui ne se passent pas toutes forcément bien. La dernière conf qu'on a fait à la Villette là, il y a un mois pour lui, à un moment il a arrêté le débat, il a dit bon, ce projet c'est très bien, enfin voilà, il a un gros retour d'expérience sur le marché public et comment passer la commande. Et il disait, il dit à ses étudiants, j'ai quand même l'impression que ce projet s'est très bien passé et c'est assez exceptionnel. Enfin voilà, et on s'est retrouvés, il y a un moment donné sur cette conception-réalisation, et on en fait d'autres, enfin on a tenté d'en faire d'autres, on n'a pas gagné les concours, mais je veux dire, on l'a bien vu aussi dans les dynamiques des groupements. À un moment, il y a l'OPH avec un chargé de projet qui rédige son dossier. C'était bien rédigé, ça donnait envie. C'est pas comme d'autres conceptions-réalisations où c'est écrit en une ligne, monter une équipe pour faire 127 logements telle rue. Enfin, c'est juste. Et alors, c'est quoi l'histoire enfin voilà, où il n'y avait pas de stratégie politique, parce qu'en conception-réalisation, mine de rien, il y a un poids politique, parce qu'on ne joue pas pour 300 000 € d'honoraires d'architecte, on joue pour 10 millions de travaux. Donc des fois, le projet archi, il est mis de côté. Le projet technique pour lequel on nous demande une masse de boulot en conception-réalisation pendant les concours, c'est juste 5 équipes fois 10 personnes, c'est 50 personnes pendant 2 mois et demi qui bossent, qui on demande tout et n'importe quoi de manière déraisonnable, ce que n'a pas fait l'OPH. C'est vraiment, on use la profession avec ce type de consultation, et en plus, comme elles sont lancées, maintenant ça va être moins le cas, comme elles étaient lancées, parce qu'il fallait pouvoir justifier de défis techniques, de conditions techniques particulières, de délais courts, pour pouvoir les lancer en logement. Souvent c'était des opérations bois, ou en tout cas à forte valeur environnementale, enfin voilà. Du coup, c'est quand même des projets qui nécessitent beaucoup plus d'ingénierie, de travail, d'échange, de dialogue. Donc nous on s'est retrouvés dans un cadre
idyllique, où on a un maître d'ouvrage qui est allé visiter les usines des deux concurrents. Non mais vous êtes quand même allé pendant la consultation, les deux concurrents pressentis, en termes d'entreprise, ils ne sont pas venus visiter les agences d'archi, mais ils sont allés visiter les usines des deux boîtes pressenties. C'est quand même... Très bien, bravo. Sur le, non, mais sur le dossier là, dont on a montré une toute petite image en modulaire 3D à Villejuif, on est sur un délaissé urbain, une toute petite parcelle. Et on travaille directement et la main dans la main avec l'entreprise, et c'est vrai que c'est un grand bonheur. Mais c'est une échelle restreinte et c'est une échelle vraiment familiale. Avec CMB, c'est vraiment ça ressemble un petit peu. Peut-être juste un mot par rapport à ce qui nous arrive à Aubervilliers. Et je profite de la présence de notre bureau de contrôle favori, Monsieur Glé. Bonjour. Merci d'être là. Non, l'un des éléments qui me semble mais complètement essentiel dans ce domaine de la construction bois où les normes se font au fur et à mesure qu'on construit et qu'on avance, c'est la constance du bureau de contrôle. C'est-à-dire un bureau de contrôle qui dit bleu en phase APS, s'il peut dire vert en phase APD, il vaut mieux pour tout le monde qu'il reste sur le vert. Et donc qui mettent le meilleur de lui-même en bois, il faut mettre le meilleur de soi en étude, en APD, très tôt. Et en fait, ce n'est pas des pratiques qui me semblent usuelles par rapport à la construction béton, où on est en roue libre, on travaille, on connaît ça par cœur depuis des décennies. Et donc en construction bois, il faut énormément anticiper. Et là, ce qui nous est arrivé assez clairement, c'est qu'on a changé 3-4 fois d'interlocuteur au niveau du bureau de contrôle, et que quand vous êtes arrivé, c'était super, mais sérieusement, votre apport a été techniquement, notamment sur la validation du sarking, absolument essentiel, mais vous avez été contraint, je mets des guillemets, contraint, de remettre en question toute une série d'éléments constructifs du dossier, trop tard. Prenez un micro. Jean-Marc Glé, BTP consultant. Oui, sur un chantier qui met en œuvre des techniques novatrices. Pardon. Parlez dans le micro. Ça marche. Après, ça marche, bravo. Oui, sur un chantier qui mettait en œuvre des techniques novatrices, notamment le sarking vertical. Sur lequel on n'avait pas de retour d'expérience, mais sur lequel on était heureux de plancher, d'évaluer, d'apprécier. Le CLT avec des stabilités au feu de 1 heure, et qui a introduit des contraintes extrêmement importantes, notamment stabilité au feu, par protection partielle par pack de plâtre. Et c'est vrai que les bureaux de contrôle, encore à cette époque-là, cherchaient leur marque, un petit peu comme tout le monde. Et maintenant, on sort de ces périodes d'apprentissage. Un jour, il faut sortir de l'apprentissage et puis apporter, consolider et développer. Et c'est ce que fait Adicvoie, par exemple. Voilà. C'est vrai que sur Versailles, notre chantier précédent, on s'est retrouvé avec une réglementation sécurité incendie qui nous a contraints à rajouter un escalier en cours après le dépôt du permis de construire par rapport à notre façade bois, que le temps qu'on commence le chantier, l'escalier n'était plus obligatoire, et que pendant la réalisation de nos façades, on a réussi à faire passer notre façade carréa, mais on a eu notre bavette coupe-feu au niveau de nos clairvoies qui avait strictement aucun sens. C'est-à-dire qu'on travaille par rapport aux réglementations entre des éléments absolument concrets, le feu, c'est concret, et des éléments absolument littéraires. Et la part des choses qui vous appartient de faire le plus tôt possible sur ce sujet-là, elle évolue au fur et à mesure qu'on bosse. Et on a vraiment l'impression de surfer comme ça. Et des fois au détriment de notre maîtrise d'ouvrage et puis de nous-mêmes, parce qu'un chantier qui dure comme ça, c'est pas évident. Le feu, la transmission du feu par les façades. Une instruction technique, un texte directif, réglementaire, très mal fait en 2010, qu'on a subi. Et ça se clarifie actuellement. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Intérieur a enfin diffusé une étude du CSTB qui donne des règles à peu près claires, qui vont largement orienter la conception des architectes. Il faut le connaître, ce document. Vous le voyez, je vous vois le PDF. Celui qui vient de sortir, là, 1er février, qui était en version provisoire en juillet. Voilà, oui, tout à fait.
C'est une grosse blague. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Je n'ai pas rédigé. Ça tue le bois en troisième famille, c'est une catastrophe. Tous les BET bois étaient dessus depuis le mois de juillet. On s'est dit, nous on a vu le document, on a dit mais c'est une version provisoire, ils ont dû se tromper. Il y a dû y avoir une distorsion de la taille de la bavette. Le feutre allé trop loin. Et non, et c'est vrai. C'est incroyable. Regardez-le, franchement. Les déflecteurs des fenêtres, c'est incroyable. En juillet 2016, c'était une blague, mais depuis le 1er février 2017, c'est plus une blague. C'est plus une blague, c'est un vrai truc qu'on va devoir... Non, mais on vient de nous le... Voilà. Mais c'est terrible. C'est terrible. Autre question. Attendez, je voudrais qu'ils vous interrogent parce qu'ils vous écoutent depuis tout à l'heure et je pense qu'ils ont des tas de questions à vous poser, techniques, philosophiques peut-être même, je ne sais pas. N'hésitez pas. Qui veut, voilà. Un étudiant de Malaquais, voilà, futur architecte. Peut-être, on verra. On verra. D'abord, je voudrais saluer votre enthousiasme à tous pour la filière bois. Parle dans le micro. Voilà. C'est bon là? Ouais. Yes. Donc félicitations pour votre enthousiasme à tous pour la filière bois. Mais est-ce que cet enthousiasme n'est pas un peu modéré au final quand on connaît la grosse influence, on va dire, de la filière béton en France? Et justement, la filière bois ne va-t-elle pas avoir du mal à se développer eu égard de cette influence de la filière béton? Non, je pense que le cap est passé. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure par rapport aux histoires d'avis techniques sur structure bois. Ça évolue dans le bon sens, à mon sens. Je sais pas si c'est de cet avis. Oui, on a un vrai pas qui est franchi ou qui est en train d'être franchi. La maison Saturbois en France en 2000, au niveau maison individuelle, c'était 4% des constructions par rapport aux ouvrages traditionnels, dits traditionnels. Et aujourd'hui, c'est plutôt entre 10 et 15% en fonction des régions. Il y a des particularités encore régionales. Dans le sud-est, on aime bien la pierre, ça marque plus les choses qu'en Pays de Loire ou en Bretagne. Mais ça veut dire qu'en une quinzaine d'années, on est passé de 4, c'est-à-dire quelque chose d'assez marginal, complètement marginal, à aujourd'hui quasiment 15% en Pays de Loire. Ça, c'est pour la partie maison individuelle. Et en logement collectif, on a aussi une vraie marge qui est en train d'être franchie aujourd'hui, surtout sur la deuxième famille. Où sur des appels d'offres qui ne sont pas lancés en bois, on commence à se placer et à être pertinent et à gagner des marchés, quoi. Et justement, Aurélien, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on soit obligé de partir dans les pays de l'Est qui ont forcément une culture un peu plus développée de la production de bois du fait de la première transformation. Est-ce que justement la prochaine étape, ça ne serait pas d'essayer d'influer sur la création d'associations ou de coopératives de sylviculteurs, parce que vous parlez de la petitesse, de la petite taille justement des productions. Est-ce que c'est possible d'influer sur ça quelque part? C'est en cours d'organisation aussi. Les gens se structurent, s'organisent, se regroupent, échangent à toutes les échelles, hein, forestières, scieries, entreprises. On a des entreprises qui s'associent sur des opérations. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de monter et c'est quelque chose qui était, je dirais presque un petit peu déjà intégré dans la filière bois. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en coopération entre structures, entre bureaux d'études, entre confrères. C'est des choses qui se mettent en place à une échelle un peu plus grande, notamment dans le logement. Mais ça avance, quoi. C'est vraiment, c'est très grisant. Enfin, moi, je fais que du bois, mais c'est quand même assez grisant ce qui se passe en termes techniques, en termes d'échanges, en termes d'évolution et puis de perspective, quoi. Par exemple, quand on parle de l'ADIF bois ou du plan du développement de la filière feuillue en France et de chercher des applications techniques à des modes constructifs, il y a deux boîtes, je crois qu'il y en a une dans le sud et une vers Strasbourg, l'INAZEN, qui travaille sur l'exploitation et le développement des filières feuillues. Il y a le gouvernement, il y a 2-3 ans, qui a lancé quand même la France industrielle. Voilà. Et dans ce cadre-là, certaines filières sont portées candidates
pour participer à ces plans de développement, ont obtenu des financements et sont en train de travailler, c'est ce qu'on voit avec l'Activebois, de tous les acteurs. Nous, quand on discute avec l'entreprise avec laquelle on a fait Montreuil, sur d'autres opérations, ils sont sur des sujets où ils essayent de changer d'essence sur de l'ossature, ils parlaient d'exploitation de filières en Corse, sur des bois particuliers, enfin voilà, pour aller chercher. Et donc c'est ce travail collaboratif dont vous parlez, ça... C'est vraiment en train de... Ça bouge beaucoup. Ouais. Et puis il y a un plan bois qui est mis en place par l'État avec des financements très importants. J'apporterai juste un petit bémol par rapport à Divebois qui est très très à l'écoute, enfin qui a une très bonne comment dire, enfin qui est en train de grossir et de lancer des gros projets en bois. Bon, c'est un pôle qui, je trouve, attire beaucoup de fonds publics et à côté, il y a quand même des choses intéressantes à une échelle un peu plus petite. Il faut faire attention après la distribution générale de tout cet argent. Oui, bah, la Divebois est sur des dimensions de projet et a une communication très importante et sur des très très gros acteurs. Voilà, avec très très peu d'acteurs et... Oui, avec peu d'acteurs qui sont très gros. Voilà, mais sur le développement, par rapport au béton, il n'y a qu'à voir, chaque groupe de béton en France a sa petite boîte de bois. Il l'a racheté en général. Et voilà. Mais ils sont tous allés soit créer, moi je ne regarde pas beaucoup, je pense qu'ils ont tous racheté des maisons bois pour intégrer le bois et pour l'avoir en interne. Et puis il y a autre chose, et ça c'est peut-être à nous justement dans notre pratique de le proposer à nos maîtres d'ouvrage. Moi je crois beaucoup aussi à la construction mixte, parce que la construction mixte, finalement il y en a un peu pour tout le monde. Déjà comme ça, tant qu'on n'aura pas trouvé le béton vertueux, on pourra engager plus de bois. Un maître d'ouvrage qui n'est pas tout à fait convaincu, qui a un peu peur du bois en intérieur, plancher, refend, du proposer une structure béton et puis une enveloppe bois, c'est pas inintéressant, parce que déjà l'enveloppe bois elle n'est pas porteuse, on peut la changer, enfin voilà, il y a toute une philosophie. Et puis on peut essayer sur des petites opérations de faire changer les acteurs. C'est-à-dire qu'un TCE qui faisait du béton, ça va l'obliger à peut-être changer d'acteur, on va peut-être s'associer avec un petit béton et avec une entreprise bois plutôt familiale, qui soit pas un truc très gros. Puis on va leur proposer de se mettre ensemble, puis ils vont prendre un fluide, puis on va se retrouver sur des lots assez intéressants, avec un profil de société plutôt PME, et pas des gros groupes. Donc il y a ça aussi. On peut nous amener cette mixité pour faire bouger les lignes, accompagner nos maîtres d'ouvrage, pour ceux qui ne souhaitent pas encore évoluer sur le sujet, par le type de marché et par le type d'intervenants à qui on fait face, parce que c'est intéressant aussi de travailler la taille des groupes, quoi. Et on a aussi un gros travail de fond qui a été fait pendant de nombreuses années par le CNDB, et là il y a un relais par les interpros dans chaque région, avec des gens qui vont visiter les maîtres d'ouvrage, qui expliquent les spécificités du bois. Il y a des concours régionaux puis nationaux de construction bois. Donc il y a aussi un affichage dans la partie communication de la filière qui est il y a un pas qui est vraiment en train d'être franchi avec une écoute en face attentive, quoi. Donc ça veut dire que culturellement, c'est en train d'évoluer et que économiquement aussi, parce que la remarque est tout à fait juste sur la diversification des groupes, justement en développant des activités bois au sein de ces géants dont vous parlez. C'est absolument vrai. Autre question, oui, mademoiselle. Bonsoir, tout d'abord merci. J'avais une question en tant qu'architecte sur le dessin, puisque effectivement, que ce soit la filière bois ou même tous les matériaux biosourcés, la terre, la paille, ça se développe de plus en plus. Mais en parallèle, il y a aussi tout ce qui est logiciel BIM qui se développe pour quand on dessine concrètement. Et est-ce que pour vous, ça peut être un frein? Est-ce que vous travaillez sur le BIM? Parce que dans tout ce qui est prévu dans le BIM, c'est vraiment parti d'une structure béton-acier. C'est pas du tout calé sur... Enfin, moi, ce que j'ai vu du BIM, c'est pas calé sur le travail du bois, tout ça. Donc, je voulais savoir votre point de vue. Alors, BIM et bois. BIM bois, nous, ça fait depuis 2005. Non, 2009, on travaille... Depuis 2009... En tout cas, depuis qu'on a monté la boîte, on travaille on est un peu en décalé. On travaille sur Revit, pour ceux qui connaissent. Bon,
Effectivement, c'est juste, hein, c'est plus facile de monter un bâtiment en béton sur Revit ou j'imagine aussi sur les autres logiciels de conception en 3D. De toute façon, que ce soit en béton ou en bois, nous le BIM, on le fait à la maison, d'accord. Mais c'est un autre débat, c'est le développement du BIM et voilà. Bon. Mais c'est trouver les acteurs avec qui on va travailler. Je vous propose d'en reparler un soir spécialement sur le BIM, c'est un vrai sujet. Alors, très volontiers, je prends... Oui, ok, pour prendre date. Non, en 2 mots, nous, on adapte l'épaisseur des complexes dans un premier temps, en échange avec les BE. Et dans un second temps, finalement, assez tardivement, on va intégrer les solivages et les structures verticales en tant qu'éléments de structure et qu'on va savoir réadapter si nécessaire. Mais on le fait peut-être dans un second temps en phase DCE. Mais on intègre complètement, on construit numériquement, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment un truc quotidien, quoi. Bah nous, en toute sincérité, par exemple, sur Montreuil, nous on était en 2D, en dessin, et même en 2D, j'ai pas sur nos coupes, par exemple, on n'a pas intégré, on a un petit dessin de solivage, mais pour donner l'indication au maître d'ouvrage, mais on a laissé l'entreprise, je veux dire les éléments techniques à l'intérieur de l'épaisseur. Nous, on était responsable de l'épaisseur, parce qu'à un moment, il faut aller du bout du terrain à du bout du terrain, et puis faire des logements qui tiennent à l'intérieur. Et on était d'accord avec l'entreprise pour dire, les murs font 30, et vous on fait le détail des murs. On s'est dit qu'à un moment, on allait gagner du temps à pas dessiner tout. Ça ne servait à rien, sauf le jour où on allait fabriquer. Et eux, par contre, concevaient en 3D depuis le début des études. Donc eux, on va dire qu'ils étaient dans un modèle comme ça. Un dernier mot par rapport à la continuité qu'on a évoquée tout à l'heure en conception-réalisation, par exemple, qui est vachement facilitée. C'est vrai que nous, on a une forme de croyance par rapport à ça. C'est-à-dire que notre modèle va peut-être être le garant de la continuité du projet quand on aura mis en place la chaîne qui va de la prod conception à la prod chantier. Et donc cette continuité, c'est quelque chose auquel on est vraiment très attaché. Et nous effectivement, c'était plutôt finalement eux qui montaient sur la base de 2D un modèle 3D qu'ils ont complété au fur et à mesure, notamment, on voit après, pour tout ce qui est éléments bois, on voit les modèles qui servent à faire l'assemblage sur le chantier, mais en toute sincérité, on ne serait pas allé plus loin, on n'en voit pas l'utilité. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de concours qui sont 3B, là. C'est Bimbois, Bepos. Non, mais cette association, à un moment, c'est... déjà, si on se concentre sur le dessin du logement au concours, c'est déjà bien, quoi. C'est bien, c'est là où on vous attend quand même, c'est sur la spatialité du logement. Non, maintenant il faut rendre des modèles aussi pour montrer qu'on peut dessiner en 3D. Oui. Autre question, ce sera peut-être l'une des dernières, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. J'aimerais, si vous voulez bien, revenir sur les premières phases de la production de la matière première, la filière bois. Les bureaux d'études semblent montrer une sorte de consensus automatique sur la nécessité d'industrialiser la filière. Alors que dans un même temps, on fait l'éloge de plus petites entreprises, on parle des vertus écologiques, politiques de la filière bois dans son ensemble. Et moi, je vois surtout une grosse contradiction là-dedans. Je pense que c'est le mot industrialisation qui est peut-être pas le... Non, vraiment, il faut que je me défende contre ça. Je sais comment on produit le bois, et c'est quelqu'un qui exploite des centaines d'hectares, comme ça se fait au Canada, comme ça se fait en Scandinavie, le fait pas comme un individu le fait. Et est-ce que vous pensez que les besoins de la construction sont indissociables d'une production industrielle? Est-ce que vous pensez que pour produire du bois de qualité, du bois qu'on peut certifier, est-ce qu'il faut forcément faire de la coupe rase? Est-ce qu'il faut couper 10 hectares d'un coup? Est-ce qu'on peut avoir un type de production plus artisanale, plus en adéquation avec le matériau lui-même? Alors, sur la partie première transformation, la principale problématique, c'est le séchage. C'est-à-dire que pour avoir du bois sec en volume raisonnable, aujourd'hui c'est difficile. Il faut des gros séchoirs, il faut des grosses productions, ça coûte des sous. Voilà.
Après, la concentration. Je pense que le modèle économique par coopérative, par association, par synergie, est tout à fait viable sans passer par de la fusion-acquisition d'une société ultralibérale. Enfin, voilà. C'est pas incompatible de dissocier les deux. Après, sur des échelles de projets importants, en termes de volume de bois mis en place, pour la partie production, assemblage, etc. Aujourd'hui, économiquement, les gros s'en sortent mieux. Voilà, ils gagnent les marchés. Voilà. Je pense que les petits gagneraient à s'organiser plus qu'ils le font, mais c'est pas toujours facile de travailler, surtout quand on fait un coup une fois. Il y a des exemples qui fonctionnent d'entreprises qui s'associent, soit sans statut juridique, une sorte de loi 1901, enfin c'est pas tout à fait ça, mais je pense à Axe 303 dans les Pays de Loire. Et on a aussi des entreprises qui s'associent en SAS, comme il y a Mètre Cube qui réunit 8 entreprises de toute la France. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sans aller chez les gros qui rachètent les petits, qui grossissent, qui rachètent les petits, qui grossissent. Et c'est un vrai sujet de discussion pertinent, qui correspond aussi à une époque, hein, à une société, hein, je pense. Hein. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Bien. Une dernière question, monsieur. Bonsoir, merci. Je voulais juste appuyer sur le fait que la manière dont vous exploitez le bois, enfin c'est pas vous, mais la manière dont vous le commandez par un industriel est en fait absolument pas écologique. En fait, j'ai grandi dans le milieu où justement on exploite dans la nature, même où on exploite ce bois-là, et on l'exploite, comme disait monsieur, par des centaines d'hectares. Et en fait, c'est vraiment pas écologique du tout, du tout, du tout. Et on fait ça en masse en France. Et sur des plus petites parcelles peut-être que dans des pays du Nord où ils sont plus à même de faire ça, mais je pense que c'est même mieux géré dans les pays du Nord qu'en France, sur le plan écologique. Et j'aimerais savoir si est-ce que vous avez une mainmise sur la culture même du bois, en fait. Non, moi non, clairement. Je suis d'accord avec vous, et ça rejoint un modèle agricole. Enfin, je veux dire. Mais vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas prétendre à faire des bâtiments écologiques si à la base même, à la source même, mais sur des temps beaucoup plus longs que la simple construction d'un bâtiment, vous n'êtes pas écologique en fait. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, je comprends. Après, sur le débat écologique de la construction en bois et de la production et de sa transformation, on pourrait en parler pas mal de temps quand même, mais il y a vraiment, ça dépend du regard qu'on y met, s'il est microscopique, macroscopique ou global. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière le sens écologique? Parce que si on parle de développement durable, dans les 3 axes principaux, il y a aussi l'humain, le social. C'est pas que de l'économique, et ça c'est important aussi. Donc du coup, par rapport à ça, c'est un débat large. En tout cas, moi, j'ai pas la main. Ce qui m'éclate en tant qu'ingénieur structure, je fais que du bois parce que j'aime le bois. Je trouve que la structure elle est intéressante à faire en charpente. Et j'ai du mal, notamment dans les marchés publics, à pouvoir piocher le bois que j'y mets. On n'a pas tout à fait la main sur tout, quoi. Et il y a une part de schizophrénie chez nous tous. On fait avec. Mais en bois quand même, on fait des trucs sympas, quoi. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Je voulais juste aussi peut-être qu'on ait une vision de ça de manière comparative par rapport à d'autres sources de matériaux. Comment on produit les autres matériaux, sur quelle filière elles sont, sur quel mode elles sont. Effectivement, c'est comme la nourriture, c'est comme tout. Du moment qu'on se met, on le sait. On fabrique un t-shirt, c'est pas vraiment d'impact. On en fabrique 10 millions, c'est un impact. Voilà, le volume crée le problème de toute façon. Maintenant, il faut, de manière mondiale, loger plein de gens. Il faut se poser la question de quels matériaux on utilise. Il y a des matériaux qui sont renouvelables.
et qui ne vont pas demander à la planète une énergie. Je veux dire, quand on va chercher du sable, de la pierre, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas ces données-là tout de suite sur moi, mais je ne sais pas combien de temps le sable met à se fabriquer. Un arbre, ça peut pousser quand même un peu plus vite. Donc je pense que si on faisait des études comparatives entre la matière première non renouvelable, le temps de production, et la matière première renouvelable pour construire, bon, en l'occurrence les arbres, ça pousse un petit peu plus vite, déjà on aurait une idée du prélèvement écologique qu'on fait sur la planète. Ça c'est une première chose, c'est peut-être un premier élément aussi, en tout cas moi c'est pour ça en tout cas que ce matériau il m'intéresse, c'est parce qu'il est renouvelable. Et même si on le produit dans des conditions industrielles, on l'aura à vie sans faire trop de prélèvements sur la planète. C'est une première chose. La deuxième chose, mine de rien, c'est quand on coupe un arbre, on évite, il ne tombe pas par terre. Donc, je peux vous dire que si. Voilà, il produit pas trop. Il y a des trous d'1 mètre dans le sol faits par des caterpillars. Mais sur la production, on prélève quand même du CO2 qu'on capte dans les bâtiments. Voilà, mine de rien. Je suis pas sûre qu'on le fasse avec l'extraction de sable. Voilà, il y a aussi peut-être comparativement à analyser l'utilisation du bois. Sur le dégagement de CO2 global, le bilan carbone, énergie grise, même si on est d'accord que tout ça n'est pas dans un schéma forcément très vertueux. C'est peut-être juste moins pire. Mais il y a peut-être effectivement peut-être un effort à faire sur le mode de production, d'extraction, de coupe, de taille, d'ajout phytosanitaire. Enfin, après, je pense que c'est pas tout rose. Là, juste, on est dans un débat essentiel. Enfin, vous posez des bonnes questions. Vous avez raison de dire construire en bois, c'est pas la panacée, ça résout pas tout. Et la filière bois, elle doit être exemplaire. Donc la question vraiment, elle est hyper pertinente. Et je pense que de plus en plus, maître d'ouvrage, architecte, on va essayer d'élargir notre champ de vision. On va essayer d'aller jusqu'à se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, clairement, construire en bois, c'est déjà un acte un petit peu, qui n'est pas forcément immédiat. Donc, on élargit notre champ de vision tous. Nous, maître d'ouvrage, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est qu'on peut quand même essayer de contrôler ou en tout cas de valoriser les achats de matière, en tant que client, en tant qu'acheteur, on a un droit de regard sur tout ça. Et en même temps, il y a des contraintes réelles. On ne peut pas, par exemple, imposer du bois français. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne suis pas réglo vis-à-vis du Code des marchés publics, qui est construit à l'échelle européenne, qui est décliné en France et qui ne me permet pas d'imposer du bois français. Par contre, j'ai quand même la possibilité de valoriser une démarche environnementale avec peut-être une filière locale. Mais voilà, moi je pense qu'en tout cas, je suis assez content qu'on conclue sur un peu ce débat-là parce qu'il nous pousse à aller de l'avant sur ces sujets-là qui sont essentiels. Mais c'est vrai, juste en logement social, on voit aussi des procédés bois industriels, enfin on le voit de façades prépensées, qui ne sont plus des assemblages d'ossature un peu plus traditionnels ou des ensembles treillis bois collés, enfin voilà, qui sont produits non plus par des hommes, mais effectivement avec des investisseurs qui ont mis 10 millions il y a 4 ans sur la table, qui ont développé leur usine et là qui déroulent de la façade bois en France à un prix que les bailleurs peuvent se payer pour financer les réhabilitations de logements, sinon ils ne pourraient pas le financer aussi. Donc il y a ça, c'est toujours la question du prix des choses. C'est un moment, sauf quand les bailleurs auront les financements possibles pour payer. Non mais, on va loin. Enfin, quand on a 250 € pour changer toute une façade sur 5000 logements et que c'est une obligation du bailleur qui s'impose à lui, il prend la façade de la société je ne dirai pas le nom, parce qu'il a développé son plan com industriel et il n'y a pas un mec qui travaille, c'est une usine de 10 000 m² qui découpe des façades au laser, et ouais, il y a de la colle. Il y a de la colle et puis des bouts de bois, je ne sais pas d'où ils viennent. Et puis même une entreprise qui voudrait acheter ces bouts de bois en France à l'instant T, elle n'a pas des grosses capacités de stockage parce qu'elle est écologique, elle a des petites usines pour stocker, et donc elle va l'acheter au coup sur coup. Et il y a des jours où il n'y a pas de... Enfin, moi, les entreprises bois, ça m'arrive, où ils me disent, je les sens un peu tendus des fois sur le chantier, je fais qu'est-ce qui se passe? Là, ma commande, enfin voilà, nous c'est arrivé qu'ils aient des problèmes d'approvisionnement sur, ils ont besoin de, je sais plus, c'est 240, ce jour-là,
la petite boîte française qui était vertueuse. Un tout petit mot. Il faut qu'on s'arrête. Non, il faut qu'on s'arrête. Il faut sur la qu'on s'arrête. brutalité nécessaire de l'écologie. Non, il faut qu'on s'arrête parce que le débat il est sans fin. Je suis obligé de vous couper parce que il faut qu'on libère la salle. Non, on voit bien que là c'est un débat extrêmement riche et que je vous remercie pour vos questions et c'est pour ça qu'il faut être dans un débat et ça peut se continuer un peu dehors. Mais ce que je voulais vous dire, déjà remercier les architectes, les ingénieurs, la maîtrise d'ouvrage qui est venue ici. J'ai oublié de dire tout à l'heure que leur opération, là, en 2 morceaux, a été 3 fois primée, peut-être même plus. 4e fois. Donc, voilà. Il y a un vrai conte de fées, là, autour de leur histoire. Donc, je voulais le dire. Et la dernière chose, pour se quitter, je voulais vous donner rendez-vous le 13 mars prochain, car nous invitons une architecte exceptionnelle et très peu connue en France, s'appelle Marina Tabassum. Elle vient du Bangladesh et elle construit avec la brique. Et avec la brique, elle fait des mosquées. Et eh bien, venez voir ce grand travail sur l'architecture à partir d'un des éléments les plus rudimentaires. Voilà. À très vite. Merci à tous.